Tout le monde aime les sites archéologiques. Le Colisée romain, la cité antique du Machu Picchu, les pyramides de Gizeh. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ils ressemblaient autrefois, à l'époque où ils ont été construits? Ou même à l'époque où ils étaient recouverts de lierre et oubliés par l'humanité? Attache ta ceinture, car nous partons pour un voyage dans le temps vers les plus grands sites archéologiques du monde. Notre voyage commence en Amérique du Sud, au fin fond des montagnes péruviennes. Voici la cité de Machu Picchu. C'est un immense tribut à l'ingéniosité et à la puissance de la civilisation Inca. À son apogée, cette dernière s'étendait sur 4000 km le long du littoral de l'Amérique du Sud, de l'actuel Équateur jusqu'au Chili. Et le Machu Picchu était situé au cœur de celle-ci. Le site historique a été construit à environ 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, plus ou moins vers 1450 avant notre ère. La ville, ceinte de murs, était composée d'environ 150 bâtiments en pierre. Les Incas ont réussi à construire des temples, des maisons et même un système complexe d'aqueducs pour irriguer toute la ville. Et oui, ils ont fait tout cela sans l'aide de roues ou d'instruments en fer. L'habitat ressemblait peu ou prou aux maisons de pierre que nous voyons de nos jours, à la différence que les Incas n'utilisaient pas de ciment pour sceller les blocs ensemble. Pourtant, ils s'emboîtent parfaitement les uns avec les autres. En plus de cela, les Incas ont dû développer une technologie antisismique rudimentaire mais efficace, puisqu'en cas de tremblement de terre, les pierres tremblaient sans s'effondrer. Si le Machu Picchu avait été construit aujourd'hui, il aurait fallu plus de 70 millions de dollars pour le terminer entièrement. L'objectif du site est encore un mystère pour de nombreux historiens. Selon certaines théories, il aurait pu être construit comme un site cérémoniel, une place forte pour le peuple inca, ou même un lieu de villégiature pour la royauté. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'au XVIe siècle, 100 ans après la construction du Machu Picchu, sa population l'a abandonné. Les racines des arbres ont envahi la majorité du site et l'ont caché à l'humanité pendant plus de 4 siècles. Ce n'est qu'au XXe siècle que le Machu Picchu a été révélé aux yeux du monde lorsqu'un fermier péruvien a accompagné Hiram Bingham, professeur à l'université de Yale, pour une visite du site. Depuis, Bingham et de nombreux autres explorateurs ont consacré leur vie et leurs recherches à l'étude de la merveille archéologique qu'est le Machu Picchu. Le prochain arrêt de notre machine à voyager dans le temps est la ville de Pompéi, en Italie. Pompéi a imprégné notre imaginaire collectif pendant de nombreux siècles. L'éruption du mont Vésuve en 79 après Jésus-Christ et la destruction d'une ville entière ne sont, espérons-le, pas quelque chose qui se reproduira de sitôt. Mais tu dois te demander à quoi ressemblait Pompéi lors de son dernier jour. Il n'a fallu que 18 petites heures pour que les rues, les marchés, les maisons et le forum de Pompéi soient ensevelis sous des millions de tonnes de cendres volcaniques. Grâce à des scientifiques ingénieux, nous avons découvert que la lave et les cendres qui ont recouvert Pompéi le tout dernier jour ont en fait contribué à figer la ville dans le temps. Contrairement à la glace, le nuage de cendres n'a pas préservé la ville intacte. Mais à mesure que les objets se sont désintégrés pendant 2000 ans, ils ont laissé des vides sous la terre. Les archéologues ont découvert que s'ils remplissaient ces vides avec du plâtre, la forme de la ville enterrée pouvait être révélée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien sûr, cela n'avait rien à voir avec la ville animée de 12 000 habitants qui existait depuis de nombreuses années avant l'éruption fatidique. Pompéi était une cité vibrante et riche. Les ruines du site ont révélé que de nombreux quartiers de Pompéi abritaient des maisons impressionnantes, certaines avec des balcons, ce qui était un signe de grande richesse à l'époque. Et crois-le ou non, même certaines œuvres d'art ont survécu à l'éruption. Les archéologues ont trouvé des fresques et des peintures murales bien conservées et représentant des créatures mythologiques. Elles indiquaient généralement que des membres de la haute société vivaient là. Les ruines montrent que la ville disposait même de thermes et de douches fabriquées avec des matériaux luxueux. Et apparemment, les habitants de Pompéi avaient des dents incroyables. Les archéologues ont même pu distinguer un tel niveau de détail dans les moules de plâtre qu'ils ont récupérés sous terre. Toujours sur le territoire italien, se trouve l'une des plus grandes attractions touristiques du monde, le Colisée romain. Il a été construit comme un amphithéâtre sous le règne de l'empereur Vespasien, vers 70 après Jésus-Christ. Ce n'est qu'en l'an 80 que le fils de Vespasien, l'empereur Titus, a inauguré le Colisée. Le monument était une merveille à contempler, des murs de 50 mètres de haut, plus de 80 entrées et une capacité de 87 000 spectateurs.
Toutes les classes sociales étaient les bienvenues au Colisée, ce qui explique en partie pourquoi il a prospéré pendant tant de siècles. Pendant le déclin de l'Empire romain, vers le VIe siècle après Jésus-Christ, le Colisée a commencé à être négligé et abandonné. Le monument a été pillé et certaines des pierres de ses colonnes ont été utilisées pour construire des infrastructures ailleurs. Il ne reste plus qu'un tiers du Colisée d'origine, et vu comme il est grand aujourd'hui, on peut imaginer à quel point il était colossal à l'époque. La Grèce a été le berceau de l'une des plus grandes civilisations du monde. À l'apogée de cette culture, littéralement et historiquement parlant, il y a plus ou moins 2400 ans, les Athéniens ont construit une citadelle connue sous le nom d'Acropole. L'Acropole, qui est composée de bâtiments historiques, est considérée comme l'un des plus grands repères de la civilisation occidentale à ce jour. Les touristes qui visitent Athènes aujourd'hui peuvent admirer les piliers jaunis et brisés du Parthénon, qui se dressent sur l'une des plus hautes collines de la ville. Mais à l'époque de sa construction, entre 447 et 432 avant Jésus-Christ, l'imposant et majestueux Parthénon était d'un blanc immaculé, car tout le monument était construit en marbre étincelant. Les statues à l'intérieur étaient faites d'or. Le Parthénon est un temple de 2000 mètres carrés, soutenu par 69 colonnes de marbre. Les plus grands blocs de marbre sont massifs et pèsent environ 10 tonnes chacun. Et le fait le plus surprenant est que le marbre ne provenait pas d'Athènes, mais d'un site voisin qui se trouvait à 15 km de l'Acropole, connu sous le nom de Mont Pentélique. Les historiens, intrigués par l'origine du matériau primaire utilisé pour la construction de l'Acropole, ont trouvé de petits et de gros blocs de marbre éparpillés sur le sol du Pentélique. Il y avait aussi une route pavée que les Grecs avaient construite pour transporter les pierres. Mais le monument le plus marquant de tous les temps est peut-être celui qui se trouve à la lisière du Moyen-Orient, à l'extérieur de la ville égyptienne du Caire. Les pyramides de Gizeh sont considérées comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Le complexe a été construit comme tombeau pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. Entre 20 et 30 000 ouvriers ont participé à sa construction et il est composé de 3 pyramides. Ce monument massif est fait d'environ 8000 tonnes de granit et de plus de 550 000 tonnes de mortier, ce qui lui donne l'apparence qu'il a aujourd'hui. Mais savais-tu que les pyramides n'avaient pas toujours eu cette apparence? Loin de là, elles étaient d'un blanc brillant avec une pointe triangulaire dorée au sommet. C'est parce que les Égyptiens ont utilisé plus de 6 millions de tonnes de calcaire pour recouvrir l'ensemble de la structure rocheuse en forme d'escalier. Tout cela pour qu'elle puisse briller d'un blanc éclatant sous le soleil impitoyable du ciel égyptien. La pyramide de Khéops est restée la plus haute structure sur Terre réalisée par des humains pendant plus de 3800 ans. C'était la seule pyramide à 8 faces d'Égypte et on pensait qu'elle était alignée avec la ceinture d'Orion. Elle est considérée comme la construction la plus alignée face au nord. En 1979, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Dirigeons-nous maintenant vers la ville indienne d'Agra pour une visite rapide du Taj Mahal. Tu le connais peut-être sous ce nom, mais il porte aussi un nom plus attachant, une larme sur la joue du temps. La construction du Taj Mahal a duré plus de 22 ans et a été commandée en 1632 par l'empereur moghol Shah Jahan comme une déclaration d'amour pour sa 3e et favorite épouse, Mumtaz Mahal. Il a été construit en marbre blanc et étonnamment, grâce à une conservation rigoureuse, il reste encore très semblable à ce qu'il était lors de sa construction. Toutes ces merveilles du passé t'ont-elles donné envie de voyager? Dis-nous dans les commentaires si tu as déjà visité certains de ces sites ou quels autres lieux intéressants tu ajouterais à cette vidéo. Au supermarché, tu passes devant un rayon avec des œufs et tu essaies de savoir lesquels sont les meilleurs, les blancs ou les beiges. Un indice, il n'y a pratiquement aucune différence entre eux. La couleur des œufs dépend de la race de la poule. Ces animaux produisent 2 pigments de couleur différents. Tu peux prendre des œufs de n'importe quelle couleur car les composants nutritionnels sont presque les mêmes. Mais alors, qui était là en premier? L'œuf beige ou l'œuf blanc? Il suffit d'une petite quantité de dentifrice pour se brosser les dents de la taille d'un petit pois. Si les publicités te montrent qu'il faut recouvrir toute la brosse de dentifrice, c'est une astuce marketing. Les fabricants souhaitent évidemment que tu rachètes un nouveau tube plus rapidement. Un avion laisse des traces blanches dans le ciel à cause de la condensation du dioxyde de carbone, de la vapeur et de la combustion du carburant. En hiver, tu peux voir de l'air chaud sortir de ta bouche. Il s'agit du même principe avec les avions. Il fait toujours froid à l'altitude où ils volent. Lorsque les gaz d'échappement et l'air chaud qui sortent des turbines entrent en collision avec l'air froid, ils créent d'épaisses lignes de vapeur.
Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent spécifiquement cette couleur pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et immaculés, plus l'hôtel semblera haut de gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve supplémentaire que tu es entré dans une chambre nettoyée. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau parce qu'elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane au-dessus de celle-ci. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. Le panneau « Ne pas déranger » sur la porte de ta chambre d'hôtel n'est pas une interdiction, mais juste une suggestion. Les femmes de chambre et le personnel ont quand même le droit d'entrer s'ils soupçonnent que quelque chose cloche, surtout si tu n'enlèves pas le panneau pendant 24 heures. Pourquoi les aiguilles des horloges tournent-elles vers la droite? Le soleil en est la principale raison. Dans les temps anciens, lorsque les gens ont inventé le cadran solaire, l'ombre du soleil se déplaçait vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Or, les horloges mécaniques ont été inventées dans l'hémisphère nord, donc ils ont fait tourner l'aiguille vers la droite, d'où l'expression « dans le sens des aiguilles d'une montre ». Pourquoi les gobelets de fête sont-ils rouges? Parce que cela t'aide à trouver rapidement ta boisson sur la table parmi les snacks et les bouteilles et tous ces autres gobelets rouges? Non, en réalité, le rouge est considéré comme une couleur qui provoque l'action. Au niveau psychologique, il semble que le gobelet rouge te dise « bois-moi ». On pense que les taxis jaunes trouvent leurs origines dans l'Italie du XVe siècle. Un commerçant postal utilisait des voitures à cheval jaunes pour distribuer le courrier, et il voulait que tout le monde reconnaisse ses voitures. Environ 60 à 80% des personnes, principalement âgées de 15 à 25 ans, ont occasionnellement des moments de déjà-vu qui donnent la chair de poule. C'est fugace et imprévisible, et les scientifiques ne sont toujours pas sûrs à 100% de la raison pour laquelle cela se produit, de façon incontrôlée d'ailleurs. Pour mieux le comprendre, ils ont essayé de créer des souvenirs pour les patients sous hypnose. Ensuite, ils leur ont demandé d'oublier ou de se remémorer le souvenir, et cela leur a fait ressentir un déjà-vu plus tard. D'autres scientifiques ont essayé de le recréer dans la réalité virtuelle avec des scènes de jeu qui se ressemblent. Ces expériences les ont menés à la conclusion que le déjà-vu est ta mémoire qui te joue des tours. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un souvenir réel que tu as, mais tu ne peux pas t'en souvenir complètement. Ton cerveau remarque les similitudes et te laisse avec une étrange sensation de déjà-vu. Une autre version est que c'est un problème de mémoire. Il est plus probable que cela se produise lorsque tu es stressé. Lorsque tu es sous pression ou que tu as beaucoup d'informations à traiter en même temps, certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans la mémoire à long terme au lieu de la mémoire à court terme. Tu emmènes ton meilleur ami Max au parc à chiens. Il rencontre le labrador de ses rêves et ils commencent à jouer ensemble. Les paisibles mouvements de jeu se transforment rapidement en morsures. Oh non, ils s'en prennent au cou. Tu attrapes Max et tu te précipites chez toi. En fait, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Jouer avec la bouche ouverte s'appelle la lutte buccale ou le combat de mâchoire. C'est une façon saine d'interagir entre chiens. Ils ont hérité cette habitude de leurs ancêtres loups. Quand un chien est petit, il doit apprendre certaines compétences importantes, dont le combat. Le fait d'ouvrir la bouche n'en est qu'une imitation. Lorsqu'un chiot devient adulte, il sait comment se protéger et respecter les limites des autres chiens. Toutes les poursuites, les luttes, les grognements et les morsures à la tête sont un moyen de socialiser avec les autres et de s'amuser dans le monde des chiens. C'est un peu comme la rivalité entre frères et sœurs et les bagarres ludiques dans le monde des humains. Les chatons et les petits chats de moins de 2 ans pratiquent aussi la morsure. Ils se culbutent souvent les uns sur les autres et se mordent le cou pour laisser libre cours à leur instinct de chasseur. Dans la nature, les chats sont rapides et sans pitié. Et ils ne peuvent pas le cacher derrière tous les ronronnements du monde. Jouer à mordre d'autres chatons peut aussi apprendre à ton petit félin à être plus doux quand il joue avec toi et d'autres humains, donc tout va bien. En parlant des chats, ils aiment aiguiser leurs griffes sur tes meubles pour laisser une marque visuelle sur leur territoire. Ils le font aussi pour renouveler leurs griffes et étirer leur dos et leurs épaules. Le canapé semble parfait pour cela, car il n'est pas trop petit et est assez solide. Tu dois trouver un bon substitut avec les mêmes qualités pour laisser ton chat le gratter et libérer ainsi ses pulsions. Les chats paniquent quand ils voient un concombre parce qu'il ressemble trop à leur ennemi de toujours, le serpent. Ils sont naturellement programmés pour sauter en l'air afin de se protéger d'une morsure. Tout ce qui y ressemble, des jouets aux aubergines, provoque une réaction similaire. Ce n'est jamais une bonne idée de leur montrer ce genre de choses pour s'amuser. Cela peut vraiment perturber leur santé mentale. Les poissons ont des branchies et des nageoires, mais ils n'ont pas de cou.
Au lieu de cela, ils ont une série d'os qui relient leur crâne et leur ceinture scapulaire. L'une des raisons de cette absence de cou est qu'il serait très difficile de nager rapidement s'ils avaient un cou qui s'agite d'avant en arrière. De plus, dès qu'une créature semblable au poisson a développé un cou, la science l'a automatiquement classé dans un autre groupe d'animaux. La définition officielle stipule que si une créature a un cou, on ne peut pas la qualifier de poisson. Le plus vieux cou que les scientifiques ont répertorié appartient à une créature inhabituelle qui vivait il y a 375 millions d'années. Il était en partie poisson et en partie tétrapode, qui est un terme désignant un animal doté de 4 membres. La pluie ne rend pas toujours le sol humide. Il existe des zones très chaudes et sèches où la pluie peut s'évaporer avant même d'atteindre le sol. C'est ce qu'on appelle la pluie fantôme. Tu peux voir des rideaux denses de gouttes venant d'en haut, mais en même temps, il n'y a rien sur le sol et aucune eau n'atteint les êtres vivants. Les rats rient aussi quand on les chatouille. Lors d'une expérience où les chercheurs les ont chatouillés, ils ont même couru après les mains de ces derniers de façon ludique. Tous les grands singes, qui comprennent les gorilles, les orang-outans, les bonobos et les chimpanzés, sont également chatouilleux et réagissent généralement aux chatouilles par un rire assez distinctif, semblable à celui des humains. Les pingouins, les chats, les suricates et bien d'autres animaux semblent aussi les apprécier. Les différents pays ont des systèmes différents lorsqu'il s'agit de l'immatriculation des véhicules, y compris la couleur des plaques. L'Australie utilise une palette illimitée et il peut y avoir de nombreux motifs et dessins différents. Au Royaume-Uni, les voitures ont 2 couleurs de plaques d'immatriculation possibles, jaune à l'arrière du véhicule et blanc à l'avant. Les deux ont des caractères noirs. Cela n'a pas toujours été le cas. Les plaques d'immatriculation dans ce pays avaient auparavant des caractères blancs ou argentés. Mais depuis 1979, tous les véhicules doivent avoir les plaques que nous voyons aujourd'hui pour une bonne raison. Chaque plaque d'immatriculation doit être fabriquée à partir d'un matériau réfléchissant. Donc, si la plaque d'immatriculation à l'arrière de ta voiture est blanche, elle peut refléter une lumière blanche, ce qui n'est pas légal. Les éléphants ont d'énormes oreilles et normalement, ils les balancent d'avant en arrière pour scanner les bruits. Mais il y a parfois des vocalisations et des bruits lointains qu'ils peuvent entendre avec leurs pieds. Lorsqu'ils détectent quelque chose de lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant. Ils transfèrent leur poids sur leurs pattes avant et peuvent même soulever un pied. Pouvoir écouter avec ses pieds, ce serait pratique. Ah, la gravité, espèce d'animal sans cœur. Oui, c'est toujours ce que je me dis quand je me prends les pieds dans une pierre ou une marche et que je tombe face contre terre. Je te jure, je ne suis pas maladroit. Non, de toute façon, la gravité touche tout le monde, n'est-ce pas? Enfin une certitude dans ce monde en perpétuel changement. Tout le monde est concerné. Contrairement à l'amour, par exemple. Oh, je suis d'humeur romantique, désolé. Mais si je te disais que ce n'est pas aussi simple et clair que tu le penses. Il y a des endroits sur notre planète où la gravité se comporte comme si elle était devenue folle. Et c'est pour ça que tu as cliqué ici. Alors, allons jeter un coup d'œil. Colline magnétique à Leh, Inde. Il y a un bout de route en Inde qui attire les touristes du monde entier. Elle n'est pas différente du paysage alentour et tu pourrais facilement passer à côté sans la voir, si ce n'est pour une chose très inhabituelle et un peu effrayante. Si tu arrêtes ta voiture sur la colline magnétique en montant la pente et que tu la mets au point mort, elle commencera à avancer jusqu'à atteindre une vitesse de 20 km/h. On dit qu'il existe une sorte de force magnétique qui tire les voitures vers le haut de la colline, d'où son nom. De plus, on dit aussi que même les avions prennent de l'altitude au-dessus de cet endroit. Les sceptiques proposent une autre explication. C'est simplement la configuration du terrain qui donne l'illusion de monter, alors qu'en fait, on descend la colline, et vice-versa. Quelle que soit la vérité, j'aimerais voir cela de mes propres yeux. Et toi? Dis-le-moi dans les commentaires. La forêt tordue, Pologne. Près du village de Nowe Czarnowo, il y a une forêt au fond de laquelle on peut trouver des pins aux allures étranges. Plantés dans les années 1930, ce sont 400 arbres qui se courbent brusquement vers le nord, pratiquement dès les racines, puis poussent vers le haut en demi-cercle. Bien que les scientifiques proposent différentes théories sur la croissance étrange de ces arbres, personne ne peut dire avec certitude ce qui leur a donné cette apparence. Certains disent que ce sont des gens qui l'ont fait, tandis que d'autres croient qu'il s'agit d'une anomalie gravitationnelle qui a en quelque sorte poussé les arbres vers le bas. Cependant, le problème avec cette version est qu'elle aurait dû être présente pendant des années et que cela n'aurait affecté que les arbres. Reconnaissons-le, aucune explication indiscutable n'explique ce phénomène, aussi dingue cela soit-il. Une chute d'eau, île Féroé.
As-tu déjà vu une chute d'eau qui tombe vers le haut ? Tu peux en voir une sur les îles Féroé, à mi-chemin entre l'Islande et l'Écosse. Mais si tu t'attendais à ce que je te raconte une histoire incroyable à propos d'une force mystérieuse poussant l'eau vers le haut des rochers, alors désolé, pas du tout. Cela dit, la vérité est tout aussi stupéfiante. Les vents de cet endroit sont si puissants qu'ils soulèvent l'eau et la rejettent vers le haut. Je suppose que c'est ce genre de vent qui a permis à Mary Poppins de voler avec son parapluie. Ça paraît raisonnable. En fait, cette cascade n'est pas unique. Il existe plusieurs autres endroits sur Terre où les vents créent une illusion qui défie la gravité. Par exemple, la rivière Kinder, en Angleterre, possède une chute d'eau qui lutte constamment contre le vent. Le vent est si fort que la moitié de l'eau de la cascade semble s'envoler sans jamais toucher le bas de la chute. Le barrage Hoover dans le Nevada, États-Unis. Si tu arrives un jour à monter au sommet du barrage, qui fait environ 221 mètres de haut, tu peux essayer un petit truc. Prends une bouteille d'eau et verse-la sur le bord. Tu verras l'eau s'écouler vers le haut au lieu de se déverser vers le bas. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'un phénomène magique ou artificiel. Le vent est tout simplement trop fort pour que l'eau tombe, comme dans le cas de la cascade des îles Féroé. Ici, cependant, c'est encore plus impressionnant puisque tu peux le faire toi-même. Dokkaebi Road, Corée du Sud. Une autre anomalie gravitationnelle située sur une route. Les habitants ont découvert un jour que si l'on pose une canette ou une bouteille vide sur le sol, elle commence immédiatement à rouler vers le haut de la montagne. Mais contrairement à d'autres endroits de ce genre dans le monde, la route Dokkaebi ne crée pas seulement une illusion. Lorsque tu descends la pente, tu n'as pas l'impression de monter, tout est plutôt normal. Mais dès que tu poses un objet qui peut rouler, il le fait dans la direction opposée à celle qu'il devrait. Les autorités locales n'ont pas tardé à profiter du phénomène et ont installé un panneau indiquant aux touristes curieux la route mystérieuse. Rocher d'Or, Birmanie. Si tu te trouves en Birmanie, aujourd'hui appelée aussi Myanmar, n'oublie pas de visiter ce site célèbre. Un rocher recouvert de feuilles d'or se trouve au bord d'une falaise et une petite pagode est construite au sommet. Ce qui est impressionnant avec ce rocher, c'est qu'il ne touche que légèrement la falaise pour s'appuyer. En fait, on dirait que le rocher va tomber d'une minute à l'autre, mais non, il se tient comme ça depuis des siècles. De plus, la pagode construite sur le rocher n'est pas vraiment une construction récente. C'est donc un spectacle assez étonnant. Le rocher semble dire « Gravité ? Je me fiche de ce genre de choses ». La légende veut que ce qui maintient le rocher en place soit une simple mèche de cheveux de Bouddha. Moi, je ne sais pas, mais tu peux aller voir le rocher par toi-même et constater qu'il n'est attaché à la falaise par rien du tout. Et pourtant, il n'a pas bougé depuis 2500 ans. Il se passe forcément un truc louche ici, hein ? Pierre de Davasco, Argentine. S'il existe une autre chose qui dit tout haut « Gravité, je te défie », c'est bien la pierre de Davasco. Cet énorme rocher de 300 tonnes se tient de manière précaire au bord d'une falaise et se balance un peu d'un côté à l'autre au gré du vent. Les gens l'ont même testé en plaçant des bouteilles en verre sous l'un de ses bords. Elles ont explosé avec un nouveau mouvement du rocher. Malheureusement, aujourd'hui, tu ne peux plus voir cette merveille de la nature telle qu'elle était il y a un siècle. En 1912, le rocher est brusquement tombé de son perchoir, qu'il occupait littéralement depuis des centaines d'années. Les habitants de la ville voisine de Tandil étaient si tristes de cet événement que 95 ans plus tard, en 2007, ils ont décidé de restaurer la pierre. En fait, ils ne l'ont pas vraiment reconstituée morceau par morceau. Ils ont fabriqué une réplique en plastique de la pierre et l'ont placée au même endroit et dans la même position. Ainsi, aujourd'hui encore, en passant par Tandil, tu peux voir le célèbre rocher d'équilibre. Plutôt un symbole maintenant, bien sûr, car il ne se balance plus et ne pèse plus que 9 tonnes. Mais il est tout de même immédiatement reconnaissable. Devil's Tower dans le Wyoming, États-Unis. Tu te souviens de cet endroit dans le film Rencontre du troisième type ? Sinon, tu devrais aller le voir, mais pas tout de suite. Cet endroit ne te donne pas l'impression d'être témoin d'une quelconque magie, et ne déjoue pas vraiment la gravité sous tes yeux. Cela semble presque ennuyeux comparé au reste des sites de ma liste, non ? Mais la vraie caractéristique époustouflante de la Devil's Tower est que les scientifiques ne peuvent tout simplement pas expliquer comment elle a vu le jour. Il s'agit d'une formation rocheuse de 265 mètres dont les parois sont si raides qu'elles sont pratiquement verticales. Mais ce n'est pas le plus important. Ce morceau de pierre s'est élevé au milieu des plaines ondulées du Wyoming, sans rien de semblable à des kilomètres à la ronde.
Alors, comment se fait-il qu'un paysage si plat ait pu subitement donner naissance à quelque chose d'aussi grand ? Les théories abondent, mais personne n'a encore la réponse. Ma théorie ? Peut-être que c'est ici que la Terre a un nombril géant. Si tu as une meilleure idée, ma foi, je t'écoute. Oregon Vortex, États-Unis. La maison du mystère de Gold Hill dans l'Oregon étonne ses visiteurs par ses effets qui défient la gravité. On ne peut pas se tenir droit. Il faut toujours se pencher sur le côté et se tenir à quelque chose pour garder l'équilibre. Les ballons roulent vers le haut et il y a aussi un balai qui reste parfaitement immobile où que tu le poses, contrairement à pratiquement tout le reste de la cabane. Avant même la construction de la maison, les tribus amérindiennes locales appelaient cet endroit le terrain interdit et évitaient de s'en approcher. Mais les propriétaires de la baraque ont décidé d'en faire une attraction et ils ont réussi. Ils ont créé une atmosphère de mystère autour de l'endroit et ont répandu la nouvelle dans les journaux et plus tard sur Internet. Et voilà, une anomalie parfaite est née. En fait, ce n'est rien de plus qu'une curiosité, une illusion d'optique créée par l'homme qui trompe tes yeux et tes autres sens. Baie d'Hudson, Canada. D'accord, nous avons parlé de choses assez ambiguës, mais maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. L'anomalie de la baie d'Hudson. C'est probablement le seul endroit au monde où la gravité est effectivement plus faible que partout ailleurs sur la planète. Même les plus sceptiques ne peuvent pas se moquer de ce phénomène, car la différence a été mesurée avec un équipement scientifique de précision. Alors, cela signifie-t-il que la gravité ici est aussi faible que, disons, sur la Lune ? Malheureusement, ou heureusement, je ne suis pas encore sûr, la différence est minuscule. La valeur exacte est de 0,005%, soit 1/200 de %. Tu ne pourras pas la sentir, même si tu fais tout ton possible. Mais elle est bien là. Selon les scientifiques, cette anomalie existe à cause de la couche de glace qui recouvrait la région il y a environ 10 000 ans. Elle a tellement comprimé les roches qu'elles ne peuvent toujours pas se remettre complètement, ce qui a modifié le champ gravitationnel de la baie d'Hudson. Cependant, à l'avenir, la gravité reviendra à la normale dans cette zone également. Pas de moonwalk pour moi alors. Désolé de te l'apprendre, mais l'argent n'est pas vraiment fait de papier, ce qui prouve aussi qu'il ne pousse pas sur les arbres. Les billets de banque américains, par exemple, sont composés de 25% de lin et de 75% de coton. C'est pourquoi ils ont une texture et un aspect si distincts. Au 19e siècle, l'argent était fait de papier, si bien que les gens pouvaient facilement le contrefaire, contrairement à aujourd'hui. La tour Eiffel est presque 15 cm plus haute pendant l'été. Lorsque tu chauffes une substance, ses particules se mettent à bouger plus activement et à occuper un plus grand volume. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique. Lorsque la température baisse, la substance se contracte à nouveau. Un tel effet est plus important dans les gaz, mais on peut aussi le constater dans les liquides et les solides, y compris le fer. C'est pour cette raison que lorsque l'on construit de grandes structures, comme des ponts, on utilise des joints de dilatation. Ils permettent à la structure d'avoir une certaine marge de manœuvre pour se dilater et se contracter, et ces changements ne causent aucun dommage. Le miel peut durer des milliers d'années sans se détériorer. Les abeilles se posent sur les fleurs pour recueillir le nectar sucré. Puis, elles le transportent jusqu'à leur ruche et le transfèrent à d'autres abeilles ouvrières. Ces dernières réduisent la teneur en eau du nectar en avalant et en régurgitant le liquide à plusieurs reprises. Miam, du vomi d'abeille. Des enzymes spéciales dans leur estomac décomposent le glucose contenu dans le nectar et celui-ci devient plus acide. Les abeilles déposent ce nectar dans l'alvéole et commencent à l'éventer avec leurs ailes pour que l'eau s'évapore plus rapidement. Le miel est maintenant très acide et pauvre en eau, ce qui le préserve de la détérioration. Les bactéries qui provoquent la détérioration des aliments ne peuvent pas survivre dans de telles conditions. Autrefois, les gens ne surélevaient pas leurs matelas du sol. Cette pratique a commencé dans l'Égypte ancienne et s'est poursuivie dans de nombreuses autres cultures. Les gens se sont rendus compte qu'il faisait plus froid au niveau du sol et qu'ils pouvaient réchauffer leur lit plus facilement s'ils n'étaient pas directement à son contact. Autrefois, les maisons avaient aussi plus de courant d'air. L'air froid entrait par le dessous des portes. Il n'y avait pas de chauffage central, alors les gens devaient trouver d'autres moyens de se réchauffer. Or, l'air chaud a tendance à monter, donc, en plaçant leur lit plus haut, ils n'avaient pas aussi froid qu'au sol. Par ailleurs, de cette façon, ils pouvaient garder leur lit propre plus facilement. En effet, dans les foyers modestes, les sols étaient bien plus sales qu'aujourd'hui, et toute cette saleté migrait généralement dans les lits. En parlant de propreté, penses-tu que les gens sont naturellement propres et ordonnés ? Après tout, nos ancêtres, qui vivaient il y a des milliers d'années, utilisaient déjà des latrines et se coiffaient avec des peignes. Et ils gardaient leurs intérieurs et leur corps propres.
Notre besoin naturel d'hygiène et de propreté est motivé par notre sens du dégoût. C'est ce mécanisme qui aide notre corps à rester en sécurité et le protège de différentes infections. C'est pourquoi nous sommes plus sensibles à certaines odeurs et à certaines choses. Mais nous avons toujours des habitudes assez malsaines. Par exemple, manger un encas au-dessus d'un clavier. Berk. Mais certains animaux sont encore plus soignés que nous. Les serpents à sonnette, par exemple, aiment garder leur environnement bien rangé. Certains d'entre eux utilisent même leurs coups musclés et leur tête triangulaire pour balayer l'herbe sale lorsqu'ils chassent. De nombreux animaux aiment dégager leur chemin lorsqu'ils partent à la recherche de leur futur repas. Et les reptiles en font partie. Moins de végétation augmente leurs chances d'attraper de la nourriture. Les oiseaux aiment aussi faire le ménage et se débarrasser de la nourriture non consommée, des coquilles d'œufs et de tout autre déchet dans leur nid. De cette façon, ils les rendent aussi moins visibles pour leurs prédateurs. Pendant ce temps, dans l'espace, les ombres sont plus sombres sur la Lune que sur notre planète. C'est parce que l'atmosphère de la Terre disperse davantage la lumière du Soleil. Mais si tu pouvais visiter la Lune, tu observerais des ombres si sombres que tu ne pourrais pas voir où tu vas. Tu remarquerais aussi des empreintes de pas fraîches sur la surface lunaire. Les humains n'y ont pourtant pas mis les pieds depuis quelques décennies, mais les empreintes semblent avoir été laissées hier seulement. Comme il n'y a pas d'eau ni de vent sur la Lune, rien ne peut effacer ces empreintes. Elles peuvent donc rester là, dans leur forme originale, pendant des millions d'années. Le noyau de la Terre contient suffisamment d'or pour recouvrir la planète entière. Et si tu décidais de le faire, le niveau de ce métal précieux arriverait à la hauteur de tes genoux. Depuis des milliers d'années, les gens exploitent l'or et le platine, ainsi qu'un tas d'autres minéraux précieux sous la surface de notre planète. C'est pourquoi nous avons peut-être épuisé certains minéraux dans certaines régions. Mais la Terre possède encore un nombre énorme de ces gisements, surtout en se rapprochant de son noyau. C'est à cause des innombrables météorites qui sont entrés en collision avec notre planète pendant la période de sa formation. Ces météorites contenaient différents minerais, dont de l'or. À l'époque, la Terre était encore à l'état de fusion. C'est pourquoi la plupart de l'or, un élément lourd, a coulé profondément dans son noyau. Et le manteau de silicate, qui se trouve au-dessus du noyau, a piégé des quantités colossales d'or et d'autres minerais. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont clairement hors de portée aujourd'hui, puisque nous parlons de 2900 km sous la surface et de températures de plusieurs milliers de degrés. Si tu étais sur le point d'aller dans l'espace, l'une des premières choses auxquelles tu penserais serait sans doute ta combinaison spatiale. Mais sais-tu qu'il est possible de survivre dans l'espace même si tu ne portes aucune protection ? Bon, ne t'emballe pas, tu ne tiendrais pas plus de 15 secondes. C'est le temps qu'il te faudrait pour perdre conscience, car l'oxygène ne parviendrait plus à ton cerveau. En 1965, un technicien a accidentellement dépressurisé sa combinaison à l'intérieur d'une chambre vide. Il a perdu connaissance après 12 à 15 secondes. 27 secondes plus tard, sa combinaison a heureusement été repressurisée. L'homme a dit plus tard qu'il se souvenait que l'humidité sur sa langue commençait à bouillir. Il a aussi perdu le sens du goût et il n'est revenu à lui que 4 jours après l'accident. Tu ne peux pas non plus retenir ta respiration dans l'espace, donc cela ne te sauvera pas. Tes poumons finiraient par se rompre à un moment donné, parce que l'air à l'intérieur se dilaterait. L'oxygène dans d'autres parties de ton corps commencerait aussi à se dilater, ce qui signifie que tu gonflerais jusqu'à 2 fois ta taille normale. Un peu la tante Marge de Harry Potter. C'est uniquement grâce à ta peau élastique que tu n'exploseras pas. Elle continuera à te maintenir en un seul morceau. Et les liquides de ton corps commenceront aussi à se vaporiser assez rapidement. On s'éclate ici, pas vrai ? L'océan doit sa couleur bleue emblématique à la lumière du soleil. Lorsque le soleil brille, l'eau absorbe les longueurs d'onde plus élevées de la lumière orange et de la lumière rouge, et reflète les ondes lumineuses plus courtes de la lumière bleue. Cela n'est possible que lorsqu'il y a une énorme quantité d'eau. Donc, plus tu as d'eau à un endroit, plus elle prend une teinte bleutée. C'est pourquoi l'eau que tu verses dans ton verre n'a pas cette magnifique couleur bleue océan. L'océan remplit de nombreuses fonctions importantes. Tout d'abord, il produit 50 à 80% de tout l'oxygène de notre planète, ce qui signifie qu'il nous maintient en vie. Mais il aide aussi Internet à fonctionner. Donc, lorsque tu es plié en deux en regardant une vidéo de chien hilarante ou que tu regardes ta série préférée, tu peux remercier les océans. La majorité des câbles qui alimentent Internet, et qui permettent donc aux gens du monde entier de l'utiliser, passent sous l'eau. Ce sont des câbles de communication sous-marins. Des kilomètres de câbles qui sillonnent le fond de l'océan. Il existe des bateaux spéciaux pour mettre tout cela en place. Ils sont conçus spécialement à cet effet. Pour s'assurer que rien n'endommage les câbles, et ton Internet, il faut les poser sur des étendues relativement plates du fond de l'océan.
Les câbles doivent aussi être éloignés des vieilles épaves ou des grands écosystèmes océaniques. Certains de ces câbles ont un revêtement spécial qui les protège des dommages. Ainsi, aucun requin affamé ni aucun poisson curieux n'a la possibilité de grignoter le câblage. Les arbres parlent. Enfin, pas exactement comme les gens, mais ils ont leur propre mode de communication. Leurs racines sont reliées par un réseau souterrain de champignons. Grâce à ce réseau, les arbres peuvent partager leurs ressources entre eux. C'est ainsi qu'ils parlent. Ils utilisent ces champignons pour transmettre les nutriments et l'eau d'un arbre à l'autre. Par exemple, si un arbre est plus fort et plus vieux que les autres arbres dans la forêt, il partagera une partie de ses nutriments et de ses sucres avec les petits arbres qui poussent à proximité. Merci papa. Regarde tous ces insectes qui volent par une belle journée ensoleillée. Penses-tu qu'ils prennent des coups de soleil ? Non, car les créatures qui passent la plupart de leur temps à l'air libre n'en prennent pas. Ils ont des exosquelettes sombres qui contiennent de la mélanine. C'est ainsi qu'ils bloquent les rayons UV. Mais les insectes qui vivent sous terre et dans l'eau, ainsi que les créatures nocturnes, ont une peau plus pâle et plus fine. S'ils passent trop de temps dehors pendant la journée, ils peuvent effectivement attraper un coup de soleil, ou, pire encore, ils pourraient être mangés. Une puce est beaucoup plus rapide que tu ne le penses. Elle peut accélérer plus vite encore que la navette spatiale américaine. Une puce qui saute peut atteindre des hauteurs vertigineuses allant jusqu'à 10 cm en seulement 1 milliseconde, ce qui est incroyablement rapide. L'accélération est le terme qui désigne le changement de vitesse d'un objet donné sur une période donnée. On la mesure en g. La gravité à la surface de la Terre crée une accélération de 1 g, soit 9,8 mètres par seconde au carré. La navette spatiale américaine accélère à environ 5 g. Mais lorsque les puces sautent, elles subissent une accélération de 100 g. Si la différence est si énorme, c'est parce que le corps de la puce contient un certain type de protéines élastiques semblable à du caoutchouc. Cela permet à l'insecte de stocker et de libérer de l'énergie au moment où il en a le plus besoin. Tu te souviens de ces petites bosses en plastique jaune que tu peux voir sur le bord des quais de gare ? Nous les appelons officiellement des surfaces podotactiles. Elles n'ont peut-être pas l'air si grandes, mais il faut pourtant toute une équipe pour les installer. D'abord, ils doivent enlever l'ancienne ligne jaune du quai. Ensuite, ils boulonnent temporairement une règle en acier en place. Cela aide les ouvriers à savoir où ils doivent percer les trous. Ils doivent disposer d'un appareil de forage spécial pour créer les trous avec l'espacement approprié. Une fois qu'ils ont terminé tous les trous, une grille d'aspect curieux apparaît sur le sol. Puis les ouvriers commencent à enfoncer des fossettes en plastique, une par une. Ces bosses font partie de la surface d'avertissement du bord de la plateforme. Leur but est d'avertir les personnes malvoyantes qu'elles se sont approchées trop près du bord d'un quai de gare. La foudre a une température incroyablement élevée d'environ 27 760 degrés Celsius, ce qui est 5 fois plus chaud que la surface du Soleil. En général, elle frappe plus de 8 millions de fois par jour dans le monde entier, ce qui représente environ 93 coups de foudre par seconde. Malgré les idées reçues, il est possible que la foudre frappe 2 fois au même endroit. Elle a également tendance à viser les objets isolés, hauts et pointus. Par exemple, l'Empire State Building est frappé jusqu'à 100 fois par an. Fais-tu partie de ces personnes qui associent l'odeur des agrumes à la propreté ? C'est parce que, dans le passé, les gens utilisaient souvent des citrons pour nettoyer leur maison. Leur jus contient de l'acide citrique qui dissout le calcaire et aide à redonner de l'éclat à des objets comme les casseroles en cuivre. C'est pourquoi les gens extrayaient l'huile de citron du zeste et l'utilisaient dans les cires pour bois. Même après l'apparition sur le marché des détergents commerciaux et des crèmes nettoyantes, les gens ont encore préféré ajouter de l'huile de citron en raison de son parfum agréable. Boeing utilise des pommes de terre pour travailler à l'amélioration de son système Wi-Fi en vol. On ne peut pas faire asseoir des gens pendant des jours pour tester de nouveaux systèmes Wi-Fi. Mais ils ont quand même besoin de quelque chose qui puisse imiter les conditions des passagers sur un vol. Alors, pourquoi ne pas prendre des pommes de terre ? C'est un choix parfait, car, en raison de leur teneur en eau et de leur composition chimique, ces légumes absorbent et réfléchissent les signaux des ondes radio de la même manière que notre corps. Tu vois peut-être les nénuphars comme de jolies choses délicates qui flottent paisiblement à la surface de l'eau comme des feuilles. Il est difficile de croire qu'une feuille de ce genre peut supporter un poids de 32 kg. C'est le poids d'un grand chien, comme le berger bergamasque ou le bouvier bernois. Mais si tu veux qu'un nénuphar puisse supporter ce poids, tu dois le répartir uniformément sur la surface de la feuille. Par exemple, en plaçant une feuille de contreplaqué sur le nénuphar.
Même un seul T-Rex peut sembler plutôt effrayant, non? Imagine maintenant 2,5 milliards de ces féroces rois des dinosaures errant dans différents endroits de la Terre. Les scientifiques pensent que c'est le nombre total de T-Rex qui ont probablement parcouru notre planète autrefois. Mais ils n'ont pas tous existé en même temps. Il y a eu plus de 127 000 générations de ces dinosaures sur quelques millions d'années. Ça fait quand même peur. La Lune est très loin de nous. Mars, Saturne et Jupiter sont encore plus loin. Le système solaire est immense. Notre galaxie, la Voie lactée, est encore plus grande. Et n'oublie pas qu'il existe de nombreuses autres galaxies que nous ne trouverons probablement jamais, même si les scientifiques découvrent sans cesse de nouveaux objets spatiaux. Mais seulement 5% de l'univers est visible. Cette partie visible comprend les planètes, les lunes, les étoiles, les galaxies et d'autres corps spatiaux. Nous ne pouvons pas voir le reste de l'univers et nous n'avons aucune idée de ce à quoi il pourrait ressembler. Une énorme partie de l'univers, plus de 70%, est constituée d'énergie sombre. La matière noire en représente 25%, mais c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas détecter. La matière noire n'interagit pas avec la matière ordinaire. Elle est également invisible et n'émet pas de lumière, ni aucune forme de rayonnement électromagnétique. Mais les scientifiques pensent qu'elle existe en raison de certains effets gravitationnels inhabituels que connaissent les galaxies et les amas de galaxies. Par exemple, selon les lois de la physique, les étoiles situées au bord d'une galaxie spirale en rotation sont censées tourner beaucoup plus lentement que celles qui sont proches du centre de cette dernière. Le centre d'une galaxie est un endroit où se concentre la plus grande quantité de matière visible. Mais les étoiles voyagent à peu près à la même vitesse, quelle que soit leur position dans le disque galactique. Et cela prend tout son sens si l'on suppose que les étoiles situées au bord d'une galaxie sont sous l'effet gravitationnel d'une masse invisible. Cette masse pourrait se cacher dans un halo qui entoure la galaxie. Tu savais que les gens peuvent produire du venin? Eh bien, évidemment, pas pour le moment. Mais techniquement, c'est quelque chose que les humains pourraient faire. Tous les reptiles et les mammifères sont capables de le faire. Nous voyons surtout cette capacité chez des créatures comme les serpents, les araignées ou les lorilans, qui sont les seules espèces de primates venimeux que nous connaissons. Les biologistes ont découvert un passé génétique commun entre le venin et la salive, ce qui signifie que les reptiles venimeux et les mammifères ont un lointain ancêtre commun. Les glandes salivaires sont comme des bols vides, tandis que les glandes à venin sont ces mêmes bols remplis de venin. Il ne nous manque pas de mécanismes ou de gènes spéciaux. Nous n'avons pas de protéines spéciales qui pourraient nous aider à remplir ces bols. Cela signifie que tout ce qui possède des glandes salivaires peut potentiellement devenir venimeux, de la souris à l'homme. Il y a une raison pour laquelle nous apprécions tous l'odeur de la pluie. Cette odeur a même un nom spécial, pétrichor. L'eau n'a pas d'odeur particulière. Mais lorsqu'il pleut, l'air se remplit d'un arôme agréable. Cela se produit grâce à des molécules spéciales créées par des bactéries vivant dans le sol, la géosmine. Tu regardes donc dehors et tu remarques qu'il pleut. À ce moment-là, de petites poches d'air se forment. Elles contiennent de minuscules quantités de ces molécules. La pluie piège d'abord ces poches d'air, puis les libère. En faisant cela, elle envoie ces molécules dans l'air. Elles se répandent alors partout et produisent cette odeur de pluie si caractéristique. Au fait, la pluie n'est pas toujours constituée de gouttelettes d'eau. Il peut aussi pleuvoir des poissons, des grenouilles ou d'autres objets bizarres que l'on ne s'attendrait pas à voir tomber du ciel. Ce genre de cas est rare, mais il se produit, notamment lors de puissants orages. Les vents des tornades peuvent être si puissants qu'ils propulsent des objets et des animaux dans les airs. Et au bout d'un moment, ils doivent tous redescendre. Une petite ville d'Australie a signalé que des centaines de poissons étaient tombés du ciel en 2010. Il existe des planètes sur lesquelles les pluies ne sont pas régulières non plus. Sur Vénus, ainsi que sur d'autres planètes et lunes, la pluie est composée de méthane et d'acide sulfurique. Il y a même une planète située à 5000 années-lumière de nous où les gouttes de pluie sont faites de fer. Au plus profond d'Uranus, Saturne et Neptune, il pourrait pleuvoir des diamants. Il est difficile de le prouver car les planètes extérieures de notre système solaire sont très difficiles à étudier. Mais les scientifiques supposent que des pressions extrêmes sur ces planètes pourraient cristalliser les atomes de carbone, les transformant ainsi en diamants. Ils vont jusqu'à penser que 1 million de kilos de diamants se formeraient sur Saturne chaque année. Il y a une petite ville en Norvège située au nord du cercle polaire. Là-bas, le soleil ne se couche pas du tout entre le 18 mai et le 26 juillet. C'est pourquoi les habitants de cet endroit veulent éliminer toute notion de temps. Pendant cette période, il fait toujours jour dehors et les gens agissent en conséquence. Si tu vas sur place et que tu te promènes au milieu de la nuit, disons à 2 heures du matin,
Tu peux voir des gens jouer au football, tondre leur pelouse, peindre leur maison ou se baigner. Normal, quoi. L'homme n'utilise qu'un faible pourcentage de la quantité totale d'eau présente sur notre planète. Il est vrai qu'environ 71% de la surface de la Terre est couverte d'eau, mais nous ne pouvons utiliser que 0,3% de cette eau. Le reste se trouve dans les calottes glaciaires, les glaciers, les océans, le sol ou flotte dans l'atmosphère de la planète, ce qui signifie qu'elle ne nous est pas accessible. Il existe des endroits sur Terre que les avions ne peuvent pas survoler. Il s'agit de zones d'espace aérien restreints dans lesquelles tu ne peux pas pénétrer pour des raisons de sécurité ou de secret défense. Il existe 5 types de zones protégées. Les zones d'importance culturelle, politique, historique et environnementale, et les zones protégées pour assurer la sécurité des visiteurs. Jetons un coup d'œil aux plus célèbres d'entre elles. Tout d'abord, il y a Washington DC et la Maison-Blanche. C'est une zone très protégée. Personne ne peut la survoler s'il se trouve à moins de 5500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a un aéroport à proximité de la Maison-Blanche et les restrictions causent beaucoup de problèmes aux pilotes et aux passagers. Les pilotes doivent faire très attention à ne pas entrer accidentellement dans la zone interdite, car les conséquences sont assez graves. Les passagers ne passent généralement pas un moment très agréable au début de leur vol. Tout cela à cause des manœuvres que les pilotes doivent effectuer pour éviter d'entrer dans la zone protégée. Une fois, en 2005, un pilote s'est accidentellement engagé dans cette zone. Et juste à cause de cela, le Capitole a été évacué. Ils ne prennent aucun risque. Si quelqu'un ou quelque chose se trouve dans l'espace aérien protégé, il est considéré comme dangereux par défaut. La suivante est Camp David. Il a été construit en 1938 dans la campagne du Maryland. À l'origine, le camp s'appelait High-Catoctin. Mais en 1953, le 34e président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, l'a baptisé Camp David en l'honneur de son père et de son petit-fils. Camp David est la résidence de campagne du président américain. Il sert également à accueillir les représentants des pays étrangers. Étant donné que de nombreuses personnes importantes séjournent dans cet endroit, il existe une zone d'exclusion aérienne de 5 km autour et de 8 km au-dessus du niveau de la mer. L'endroit suivant est aussi très important pour l'un des anciens présidents américains. Le complexe familial Bush est la résidence d'été de la famille de George Bush dans le Maine. La famille y séjourne encore souvent. Tu ne peux donc pas survoler cet endroit si l'altitude est inférieure à 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Une autre zone interdite de vol est le centre spatial Kennedy. Personne ne peut le survoler à moins de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cet endroit est très protégé en raison des activités de la NASA sur et autour de l'île. Le lieu suivant est situé ici, dans le nord du Minnesota, à la frontière avec le Canada. Il s'agit d'une zone de nature sauvage appelée Boundary Waters Canoe Area Wilderness. C'est une zone de loisirs nationale et la zone sauvage la plus visitée des États-Unis, où de nombreuses personnes font de la randonnée, de la pêche et du canoë. La protection de ce magnifique site naturel a commencé en 1902. En 1949, l'espace aérien au-dessus de toute la région, à moins de 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, a également été protégé. Les bateaux à moteur et les motoneiges sont aussi interdits dans cette région. Tout cela pour protéger la beauté naturelle et le caractère sauvage de l'endroit. Un autre endroit sur ma liste est, tu ne le devineras jamais, Disneyland et Disney World. Oui, l'espace aérien de Disneyland a le niveau de protection de la Maison-Blanche et du centre spatial Kennedy. Il est interdit de survoler le parc à thème sans une dérogation spéciale, et la restriction s'étend à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer. La loi a été introduite en 2003 pour assurer la sécurité du parc et de ses visiteurs. De nos jours, tu ne verras jamais un avion ou même un seul drone survoler le parc, à moins qu'ils aient obtenu une dérogation spéciale. Maintenant, passons au niveau mondial. Les États-Unis ne sont pas les seuls à appliquer ce genre d'interdiction. Il existe de nombreux autres endroits protégés comme ceux que j'ai déjà mentionnés dans le monde. Commençons par cet énorme trou sur la surface de la Terre. Il a un diamètre de 1200 mètres. C'est plus grand que la hauteur du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. En fait, c'est 1,5 fois le Burj Khalifa. Il a également une profondeur de plus de 525 mètres. Ce qui signifie que la fosse pourrait accueillir un immeuble de 140 étages.
Ce puits géant est une mine de diamants située à Myrny, une ville de Sibérie. La température moyenne en hiver ici est de moins 35 degrés Celsius. On ne peut pas survoler la mine en hélicoptère car c'est dangereux. La mine est si grande qu'elle perturbe la circulation de l'air. L'air à l'intérieur de la mine est beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. Et quand ces deux flux se mélangent, cela crée un vortex. Si un hélicoptère passe à proximité, le tourbillon va probablement l'attirer. Puis l'appareil perdra de l'altitude et s'écrasera. Un autre endroit interdit est Buckingham Palace. Le survol de ce bâtiment est interdit pour protéger les monarques. Le palais n'est pas seulement un lieu de résidence de la reine. C'est aussi le siège administratif de la Grande-Bretagne, où se tiennent de nombreuses réunions avec des représentants étrangers. Les avions ne peuvent pas non plus survoler le château de Windsor, car c'est là que réside la famille royale. Le Pérou a interdit aux avions de survoler son célèbre site, le Machu Picchu, en 2006. Cette interdiction visait à protéger le patrimoine et la faune du site. Le suivant est le Taj Mahal, en Inde. Le mausolée, achevé en 1653, est situé à Agra, dans le nord de l'Inde. C'est l'un des endroits les plus connus au monde et il est protégé par l'UNESCO en tant que site du patrimoine mondial. Il n'est pas étonnant que ce lieu, qui est visité par plus de 6 millions de personnes chaque année, soit si protégé. La région est une zone d'exclusion aérienne depuis 2006. Cette loi a été promulguée pour protéger le bâtiment et les visiteurs. Même s'il n'y a pas d'interdiction officielle, les avions préfèrent éviter certaines régions de notre planète. L'une d'entre elles est l'Himalaya. Les montagnes de l'Himalaya dépassent les 6000 mètres. Et le mont Everest, le point le plus haut de la Terre, atteint les 8850 mètres. La plupart des avions volent à environ 9145 mètres, ce qui est trop proche du sommet de la montagne. Pour respecter la distance minimale, les avions devraient voler plus haut, ce qui est impossible. De plus, les vents sont trop forts au-dessus des montagnes, ce qui rend la manœuvre des avions difficile. Ces derniers doivent emprunter des routes qui offrent des possibilités d'atterrissage d'urgence et les meilleurs services radars au cas où un problème surviendrait pendant le vol. Le problème est qu'il n'y a presque pas de service radar dans l'Himalaya. Et les pilotes ne seraient pas en mesure de communiquer avec les contrôleurs aériens au sol. Un atterrissage d'urgence est possible uniquement sur des surfaces plates, et il n'y en a pas dans la région de l'Himalaya. Le risque est tout simplement trop élevé avec des montagnes partout. Si tu ne trouves pas que c'est déjà assez dangereux, il y a autre chose. Si quelque chose, par exemple une décompression de la cabine, arrive à un avion à une altitude pareille, l'avion disposera d'assez d'oxygène pour une vingtaine de minutes seulement. Lorsque cet oxygène vient à manquer, l'avion doit descendre à une altitude d'au moins 3050 mètres au-dessus du niveau de la mer pour reconstituer ses réserves. Et c'est impossible à faire dans l'Himalaya à cause des montagnes qui se trouvent partout. Une autre route difficile passe au-dessus des pôles. Et pour l'emprunter, un avion doit obtenir une autorisation spéciale. Le problème ici est que le pôle peut perturber le système de navigation de l'avion. Les boussoles s'emballent et ne sont plus d'aucune utilité. Le pôle nord de la Terre possède un champ magnétique très puissant qui change constamment. Si le champ magnétique se déplace, le vrai nord commence à différer de ce que les pilotes voient sur leurs appareils. Il devient alors difficile pour eux de trouver la bonne piste. À propos, les pistes sont nommées en fonction de la distance qui les sépare du pôle nord réel. Si le champ magnétique se déplace et oblige le pilote à ajuster sa navigation, il ne peut pas être sûr d'atterrir sur la bonne piste. Ainsi, seuls quelques avions volent en réalité à cet endroit, et ils doivent se soumettre à des préparatifs spéciaux, obtenir des appareils de navigation particuliers et une autorisation pour y voyager. Et pourtant, personne ne survole directement le pôle Nord. Même si les avions survolent les océans et les petites étendues d'eau, s'il existe une route alternative qui passe au-dessus de la Terre, un avion choisira toujours de la suivre. Il est intéressant de noter que voler au-dessus de l'eau est généralement plus cool que voler au-dessus de la Terre, surtout à basse altitude. C'est parce qu'il y a moins de turbulences. La principale raison des turbulences est l'air chaud qui s'élève du sol. Lorsque tu voles au-dessus de l'eau, tu n'as pas ce problème et le vol est plus confortable. Néanmoins, le vol au-dessus de la Terre est plus sûr. Je ne sais pas pour toi, mais je préfère subir quelques secousses
que de ne pas avoir la possibilité d'atterrir en cas d'urgence. Les avions qui effectuent des vols transocéaniques ont généralement 4 moteurs. Pour les avions à 2 moteurs, c'est trop dangereux. Ils préfèrent les routes où il y a de nombreux aéroports sur le chemin qui peuvent accepter ce type particulier d'avion en cas d'urgence. Imagine qu'une panne de moteur survienne. Dans ce cas, l'avion devra compter sur le moteur restant pour le conduire à l'aéroport le plus proche et atterrir en toute sécurité. Il n'y a pas beaucoup d'aéroports dans, disons, l'océan Pacifique. Personne ne s'attendait à une tempête aussi forte. Regagner la côte est trop dangereux à cause des vagues et des vents violents. Mais soudain, tu remarques une petite île verte à quelque distance. Avec ton ami, vous vous trouvez à environ 40 km de la côte du Brésil. Vous étiez en train de pêcher et n'avez pas remarqué les nuages noirs qui s'amoncelaient dans le ciel bleu. Vous vous approchez de l'île inconnue et vous apercevez les gardes-côtes derrière vous. Les hommes vous crient quelque chose, mais tu ne comprends pas ce qu'ils disent à cause du tonnerre qui fait rage. Ils nous disent de ne pas nous approcher de l'île, te dit ton ami. Malgré l'avertissement, vous naviguez quand même jusqu'à elle, car vous n'avez pas d'autre solution. Tout autour de l'île, tu remarques des rochers pointus qui sortent de l'eau, comme des couteaux dans l'obscurité. Tu réalises maintenant ce contre quoi les gardes-côtes t'ont mis en garde, mais il est trop tard. Ton bateau heurte un rocher. Le fond est percé. Vous commencez à couler. La pluie et le vent sont de plus en plus violents. Vous tombez tous les deux par-dessus bord, puis tout devient noir. Au matin, le soleil brûlant et ta bouche sèche te réveillent. Ton ami et l'épave du bateau gisent non loin. Apparemment, il va vous falloir attendre l'arrivée des secours pour repartir d'ici. Maintenant, à la lumière du jour, tu constates à quel point la côte de l'île est dangereuse. Elle est tout entourée de rochers et vous avez de la chance d'avoir survécu. Vous en aller d'ici sera difficile. Avec ton compagnon, vous décidez de chercher des noix de coco et des bananes. Ton ami fouille dans l'épave et en sort un sac de médicaments. Puis, tous les deux, vous quittez la plage de sable et pénétrez dans la jungle. Au bout de quelques pas seulement, tu entends un sifflement étrange. Tu regardes ton ami, ses yeux sont remplis d'horreur. Un frisson parcourt ton dos. Tu sens quelque chose qui rampe sous tes pieds. C'est comme si le sol était vivant. Tu baisses les yeux et ce que tu vois, ce sont des serpents. Il y en a des dizaines. Ils s'enroulent autour de tes jambes, se glissent entre les arbres, il y en a partout. Ne bouge pas, te dit ton ami. Je crois que je sais où nous sommes. Tu veux lui poser une question, mais la peur t'empêche de parler. Il devine ce que tu voulais dire et répond à ta question. Nous sommes dans l'un des endroits les plus dangereux sur Terre, l'île aux serpents du Brésil. Ce ne sont pas des serpents ordinaires, il s'agit de trigonocéphales insulaires, l'un des reptiles les plus venimeux au monde. On ne les trouve nulle part ailleurs sur la planète, seulement sur cette île. Ils ont évolué ici naturellement, sans l'intervention d'autres espèces de serpents. Cela a rendu leur venin 5 fois plus puissant que celui des vipères ordinaires. Ils sont pratiquement les seuls propriétaires de ce lieu. Tu ne trouveras nulle part ailleurs dans le monde une telle concentration de reptiles rampants sur un si petit bout de terre. Et maintenant, ils sont heureux car 2 copieux repas viennent d'arriver. Vous avez peu de chances de survivre, mais vous allez essayer. La première chose que tu dois faire, c'est sortir de ta stupeur et trouver un solide bâton. C'est le meilleur outil dont tu puisses disposer pour l'instant. Si tu tombes sur un serpent venimeux, le mieux à faire est de reculer lentement. Mais là, ils sont bien trop nombreux, et ils sont agressifs et affamés. Avec ton ami, vous repoussez les serpents avec vos bâtons, mais il y en a de plus en plus. L'un d'eux tombe d'un arbre sur ton épaule et te mord au cou. Le poison pénètre instantanément dans ton sang et affecte tes muscles. Tu as l'impression que ton corps est en train de fondre. Il t'est difficile de bouger et ton cou se met à gonfler. Ton ami t'attrape et t'emmène au plus profond de la jungle. Ici, parmi les arbres, vous voyez un vieux phare. Le bâtiment détonne vraiment dans ce paysage. Une fois par an, les gardes-côtes s'y rendent. Ton ami défonce la porte et te dépose par terre. Tu as peur de ne pas pouvoir survivre à la morsure, mais heureusement, ton ami est médecin. Il t'injecte l'antidote nécessaire et te sauve la vie. Tu as quelques minutes pour te reposer avant qu'un autre danger ne survienne. Ton ami te dit que ces serpents uniques au monde sont apparus ici il y a des milliers d'années. Cette île a longtemps fait partie du Brésil, puis des crues gigantesques l'ont séparée du continent. Cette partie de la Terre s'est retrouvée coupée du monde, ce qui a favorisé la formation d'un écosystème unique. Les vipéridés qui vivaient ici ont lentement évolué pour devenir des trigonocéphales insulaires. Et ceux-ci sont rapidement devenus les maîtres de l'île, éliminant tous les autres animaux.
Mais comment ont-ils réussi à survivre sans nourriture, séparés du reste du monde? Ils y sont parvenus grâce à la nature et à l'évolution. Cette île est un point de transit pour de nombreux oiseaux. Ils s'arrêtent ici pour se reposer lors de leur longue migration. Et ils servent de repas aux serpents. Autrefois, une morsure de serpent ne faisait presque rien aux oiseaux. Effrayés, ils s'envolaient, laissant les serpents sur leur faim. Mais en évoluant, ces créatures rampantes ont développé un poison si puissant qu'une seule morsure suffit maintenant pour qu'un oiseau ne puisse plus jamais repartir. Il existe aussi une légende selon laquelle un pirate aurait caché un trésor ici il y a très longtemps. Et pour que personne ne le découvre jamais, il aurait introduit ces serpents, les gardiens de son or. Bien sûr, personne ne trouvera jamais ce coffre légendaire, mais l'île demeure aujourd'hui encore attrayante pour les pirates modernes. Les trigonocéphales insulaires sont une marchandise précieuse, et des personnes mal intentionnées se rendent souvent ici pour chasser ces reptiles. C'est pourquoi il y a toujours des gardes-côtes autour de l'île. Il est interdit de visiter cet endroit. Et même si quelqu'un parvient à passer les gardes, il devra affronter les rochers. Seuls des biologistes et des scientifiques ont le droit de s'y rendre pour étudier la faune locale. Mais une condition essentielle à toute visite est la présence d'un médecin dans l'équipe qui administrera l'antidote en cas de morsure. Alors voilà, il y a des pirates et des dangereux serpents sur cette île, mais ce n'est pas tout. Il y a pire. Tu entends des bruissements dans tout le bâtiment. Des milliers de petites pattes pianotent sur les murs et le sol. Tu regardes autour de toi et tu vois des centaines de cafards géants. Certains font la moitié de ta main. Ils se glissent sous tes vêtements. Avec ton ami, vous hurlez de terreur et vous vous précipitez hors du phare. Bientôt, vous atteignez la rive et tombez dans l'eau. Il semble qu'il n'y ait plus un seul cafard sous ta chemise. Mais ce n'est pas fini. Tu entends un étrange bourdonnement. Tu regardes autour de toi et tu vois un nuage sombre se former dans le ciel. Ce sont des sauterelles. Des milliers d'insectes volants se dirigent vers toi. Pour les éviter, tu plonges sous l'eau et tu attends que le nuage passe. Tu remontes à la surface et tu nages jusqu'au rivage. Heureusement, il n'y a presque pas de serpents ici. Vous avez peur de vous approcher de la jungle et vous attendez pendant des heures l'arrivée des secours. Tu dessines nerveusement quelque chose dans le sable et tu te promets de ne jamais revenir dans cet endroit. Enfin, vous apercevez le bateau des sauveteurs. Vous leur dites que vous êtes arrivé ici par accident. Ils vous croient et vous évacuent de l'île. Pendant que vous vous éloignez, tu penses à ce qui se passerait si tous ces serpents venimeux apparaissaient soudain dans un village ou une petite ville. Il est difficile d'imaginer le genre de problème auquel les gens seraient confrontés. Mais en fait, il n'y a pas besoin d'imaginer quoi que ce soit. Il existe un endroit sur Terre où les humains doivent partager leur quotidien avec des cobras venimeux. Mais cela ne pose pas de problème. Dans ce village, les gens vivent en paix et en harmonie avec les reptiles. Bienvenue au village de Sheptal en Inde. Cet endroit a une population d'environ 2600 habitants et il est situé dans la jungle. Il y fait très chaud, les gens y sont accueillants et sensibles. Si tu entres dans une maison, tu verras quelque chose qui te semblera impossible. Le cobra royal, dont le venin est l'un des plus dangereux au monde, rampe tranquillement parmi les meubles et mange les œufs et la viande que les gens lui donnent. Il y a même un coin spécial où le reptile peut se reposer du soleil brûlant, boire de l'eau et grignoter. Les habitants aiment le cobra comme s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Dans ce village, ces serpents sont partout. Ils entrent dans les maisons et les écoles, rampent le long des rues et te tiennent compagnie pendant le dîner. Les gens les considèrent comme des résidents à part entière. Ils les adorent. Les cobras sont habitués aux hommes et ne les perçoivent pas comme dangereux. Et le plus cool, c'est qu'il n'y a jamais eu d'accident tragique dans ce village à cause d'une morsure. Il n'existe aucun autre endroit au monde où les cobras vivent en telle harmonie avec les gens. Tu sais nager ? Bien, car tu vas voyager vers l'endroit le plus profond de l'océan Pacifique. Mets tes palmes. Le fond le plus abyssal de la fosse des Mariannes t'attend. Maintenant, entre dans l'eau. Vraiment, allez ! Très bien. 30 cm sous l'eau. C'est la profondeur à laquelle tu peux nager sans équipement, comme un masque par exemple. Hé, regarde, ce doit être des touristes. Ou bien des baleines. 3 mètres sous l'eau. C'est un peu plus profond que les piscines publiques ou les plages des États-Unis. Tu peux voir des poissons colorés et même du phytoplancton qui se nourrit des rayons du soleil. 8 mètres de profondeur. C'est à ce niveau que se trouvent les fondations de la ville flottante de Venise en Italie. Ces bâtisseurs ont posé des colonnes à cette profondeur sur lesquelles ils ont ensuite construit les maisons et les rues. 10 mètres sous l'eau. Tu
tu commences à ressentir une forte pression. À la surface, tu te trouves sous la pression atmosphérique, 1 kg force par centimètre carré. Mais ici, à 10 mètres, cette pression est doublée. Toutes les poches d'air de ton corps, dont tes poumons ou tes oreilles par exemple, commencent à se comprimer à cause de cette pression, ce qui te met mal à l'aise. Mais ne t'inquiète pas, tes organes sont souples et élastiques. Tu peux continuer à descendre. 12 mètres sous l'eau. Oups, tu commences à manquer d'air. Une personne peut en moyenne retenir sa respiration pendant 30 à 90 secondes. L'impressionnant record actuel est de 24 minutes et 37 secondes. Bon, tu auras besoin d'un équipement de plongée pour continuer ta descente. Et voilà, tu prends de la bouteille, dis donc. Les touristes plongent à cette profondeur pour observer les récifs et les coraux. Tu n'as pas besoin de compétences particulières pour cela, mais tu ne peux pas plonger plus profond sans formation ni permis. 14 mètres de profondeur. Fais attention, des requins nagent par ici à la recherche de nourriture. Parfois, les touristes descendent à cette profondeur dans une cage sécurisée pour voir ces bêtes de près. Il vaut mieux rester à l'écart de ces prédateurs et ne pas attirer leur attention. Assure-toi donc de ne pas porter de bijoux brillants. Les requins adorent ce genre de choses. 19 mètres sous l'eau. À cette profondeur, tu pourrais voir le laboratoire Aquarius Reef Base de Floride. Il s'agit d'un bâtiment entier avec des pièces pour explorer les fonds marins, le tout accessible par une trappe. 32 mètres de profondeur. Tu vois une étrange cloche suspendue à une chaîne. Les gens utilisaient cet objet pour plonger en eau profonde il y a environ 400 ans. Ils descendaient une cloche depuis un bateau au moyen de chaînes avec des plongeurs à l'intérieur. Il y avait assez d'air dans la cloche pour qu'ils puissent respirer. De cette façon, ils pouvaient explorer les navires naufragés et récupérer leurs trésors. 42 mètres. À cette profondeur, tu trouveras une ville entière engloutie dans le lac Qiandao en Chine. Tu peux encore y voir des rues, des maisons et des temples. 100 mètres. Waouh! Tu as failli percuter une énorme baleine bleue. Comment as-tu pu ne pas la voir? Ces animaux qui font la taille de 2 wagons de train plongent généralement à cette profondeur. Chut, écoutons-les chanter quelques instants. C'est magnifique. Continuons. 200 mètres. C'est là qu'une grande partie de la vie océanique s'arrête. Les rayons du soleil pénètrent à peine plus bas. Au-dessous, il n'y a plus que des poissons très étranges comme cette baudroie que tu vois là. S'ils sont si bizarres d'aspect, c'est parce qu'ils ont dû s'adapter à la haute pression qui règne ici. 214 mètres sous l'eau. Après ça, tu ne verras plus un seul humain sans équipement de plongée. Cet homme détient le titre de l'homme le plus profond du monde, car il est le seul à avoir réussi à atteindre une telle profondeur. La pression de l'eau sur son corps à ce niveau était 20 fois supérieure à celle qu'on trouve à la surface. 300 mètres. C'était quoi ce bruit? Oh là, un sous-marin! C'est la profondeur maximale à laquelle ils peuvent descendre. Certains d'entre eux peuvent atteindre une vitesse de 42 km/h. Fait amusant, une autruche peut courir 2 fois plus vite, mais elle ne sait pas nager. 332 mètres. Tu peux dire au revoir à ce plongeur, tu n'en verras pas au-delà de ce point. Le record du monde a été établi dans la mer Rouge. Il n'a fallu que 12 minutes au plongeur pour atteindre cette profondeur. Mais il lui a fallu 15 heures pour revenir à la surface, afin d'éviter l'accident de décompression. Alors maintenant, tu enfiles ta combinaison de plongée profonde. Elle est complètement étanche et tu ne sentiras pas la pression incroyablement forte de l'eau sur ton corps. 443 mètres. Si tu mettais l'Empire State Building dans l'eau, son extrémité se trouverait ici. Et toute la moquette à l'intérieur serait mouillée. 700 mètres sous l'eau. La pression de l'eau ici est 70 fois plus élevée qu'à la surface. Les parties en plastique souple de ta combinaison ne peuvent pas résister à ce genre de pression. Mais une livraison d'urgence arrive. C'est un submersible de grande profondeur. Maintenant, tu peux continuer à descendre jusqu'au fond. 830 mètres. Ici, tu verrais la pointe du plus haut bâtiment du monde, le Burj Khalifa. Mais qui donc s'amuse à mettre tous ces immeubles dans l'eau? 1641 mètres. C'est la profondeur de l'un des lacs les plus anciens et les plus profonds du monde, le lac Baïkal. Sa superficie est légèrement supérieure à celle de la Belgique. 2450 mètres. C'est la profondeur record atteinte par la plateforme pétrolière Perdido dans le golfe du Mexique. Et sa partie supérieure émergée, composée de 3 ponts, est presque aussi haute que la tour Eiffel. 3646 mètres. C'est la profondeur moyenne de l'océan Atlantique. Tu peux y voir un énorme tube aussi large que le cou d'une girafe. On dirait qu'il n'a pas de fin.
Ce câble reliait l'Europe et l'Amérique du Nord et servait autrefois aux communications télégraphiques. 3750 mètres sous l'eau. Soudain, dans l'obscurité, tu aperçois la silhouette d'un navire. Pas possible, mais c'est le Titanic. La pression intense de l'eau écraserait complètement une personne à cette profondeur. Tu ne peux donc plonger jusqu'au Titanic que dans un sous-marin. 4000 mètres. C'est ici que s'arrête la mine la plus profonde au monde, la mine d'or de Mponeng en Afrique. Mais il existe encore des endroits plus profonds à visiter. Accélère. 6100 mètres. Ici, tu peux voir les débris les plus profondément engloutis d'un vieux navire. L'USS Johnston a coulé il y a plus de 70 ans. Tu peux encore clairement voir le numéro 557 sur sa proue. 8000 mètres. Ici, dans cette obscurité totale, tu trouveras le poisson le plus abyssal du monde, la limace de mer des Mariannes. Elle fait la longueur d'un chat domestique et a une peau presque transparente. Ses yeux sont peu développés pour la vision, car la lumière du soleil n'atteint jamais cette profondeur. 8850 mètres. Si tu prends le mont Everest, que tu le retournes et que tu le plantes dans la fosse des Mariannes, c'est exactement là que tu verrais sa pointe. Même s'il s'agit du point le plus haut de notre planète, il te reste encore un long chemin à faire jusqu'au fond. 10 900 mètres sous l'eau. Ici, dans le Challenger Deep, tu peux encore voir des créatures vivantes. Mais tu auras besoin d'un microscope pour cela. Les bactéries qui vivent ici se nourrissent de molécules organiques similaires au pétrole. Un peu plus profond. Félicitations, tu viens de toucher le fond. Tu te trouves à 11 000 mètres de profondeur. La pression ici est 1071 fois plus élevée qu'à la surface. Mais tu n'es pas la première personne à être venue ici. L'une des dernières expéditions au fond de la fosse des Mariannes a eu lieu en 2012. Un cinéaste américain y est descendu dans un sous-marin qu'il avait lui-même conçu. Mais la pression a cassé certains moteurs, il lui a donc été difficile de manœuvrer. Le sonar a lui aussi été endommagé et certaines des batteries se sont vidées. Il est resté dans le Challenger Deep pendant environ 3 heures et a pris de nombreuses photos et vidéos. Si tu regardes attentivement le fond lui-même, tu peux voir des bulles. C'est du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Le dioxyde de carbone est liquide ici à cause de la pression extrême et de la température proche du point de congélation. Mais il y a encore de la vie ici, dans ces conditions plus que difficiles. Les 3 micro-organismes les plus courants sont les xénophyophores, les amphipodes et les petits concombres de mer. S'il y en a si peu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture ici. Généralement, on trouve beaucoup de feuilles de palmier au fond de l'océan. Elles descendent de la surface jusqu'ici. Mais la fosse des Mariannes est à 200 km des îles les plus proches. Donc la seule nourriture qu'on trouve, c'est du vieux plancton et des écailles de poissons provenant des couches supérieures de l'océan. Mais ils doivent parcourir des milliers de mètres avant que les habitants des fonds marins puissent s'en nourrir. Tu voudrais aller encore plus profond à l'intérieur de la croûte terrestre ? Dans ce cas, tu devras dégainer ta foreuse géante et allumer tes moteurs à réaction. Si tu descends encore de 60 km à travers la croûte terrestre, tu trouveras sa limite. Tu es maintenant dans le manteau supérieur. C'est un océan de lave chaude profond de 2900 km. Tu devras le traverser à la nage pour atteindre le noyau externe, d'une profondeur de 2200 km. Ensuite, tu atteindras le noyau interne. Encore 1215 km et... Félicitations, tu es au centre de la Terre. Ça me gêne un peu de demander, mais comment on sort d'ici ? Eh bien, je déteste te dire ça, mais le soleil n'est pas vraiment jaune. Techniquement, la lumière qu'il émet est blanche. C'est à cause de l'atmosphère, notre atmosphère. Il y a un effet appelé la diffusion de Rayleigh. C'est quand les gaz dans l'atmosphère déforment la lumière. C'est ce même effet qui explique pourquoi le ciel semble être bleu ou pourquoi les couchers de soleil ressemblent à une étonnante combinaison de rouge et d'orange. Sur un sujet plus léger, si tu vas dans l'espace, tu ne seras pas immédiatement en apesanteur. Les scientifiques s'accordent généralement à dire que l'espace commence là où notre atmosphère est plus ou moins vide, c'est-à-dire à 100 km d'altitude. Mais ce n'est pas comme si tu étais magiquement en apesanteur dès que tu passais ce point. Disons que tu es dans une fusée qui accélère. Tu sentiras toujours la gravité de notre planète, mais tu te trouveras en apesanteur à partir du moment où tu commenceras à tomber. Être en orbite autour de quelque chose signifie en fait que tu tournes pour toujours autour de cet objet en particulier. La Lune est en orbite autour de nous. Nous sommes en orbite autour du Soleil. Notre système solaire tout entier tourne autour du centre de la Voie lactée, notre galaxie.
C'est juste une sorte de danse cosmique où ils tombent tous les uns vers les autres. Ainsi, si tu te trouves à 400 km au-dessus de notre planète, tu devrais voyager à 28 200 km/h autour de la Terre pour ressentir une chute libre constante. C'est la vitesse à laquelle la Station spatiale internationale et les personnes qui y travaillent orbitent autour de notre planète. Même si tu règles ton thermostat à une température élevée, le niveau de chaleur de l'appareil n'augmentera pas. Le chauffage ne fait pas plus d'efforts lorsque tu règles une température plus élevée. Par exemple, si tu règles le thermostat à 30 degrés Celsius, tu ne changeras pas la capacité de chauffage, mais seulement la température cible. Si tu choisis un niveau plus élevé, tu risques juste de gaspiller de l'énergie et d'avoir trop chaud. Les 7 pointes de la Statue de la Liberté ne sont pas là pour représenter les 7 continents et les 7 mers, comme certains le pensaient auparavant. Les pointes représentent les rayons du soleil, tandis que le cercle est là comme une sorte de halo. C'est comme lorsque des immigrants arrivent sur un bateau, la statue les salue en leur disant « Allô et bienvenue ». Crois-tu encore que l'été est si chaud parce qu'à cette période notre planète se rapproche du soleil? Eh bien non, c'est un énorme mythe. Quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, par exemple, notre planète n'est pas vraiment plus proche du soleil, c'est plutôt le contraire. La Terre est à son point le plus éloigné du Soleil en juillet et à son point le plus proche en janvier. L'été est chaud parce que notre planète est inclinée. Au cours de son orbite, l'inclinaison de la Terre permet à l'énergie provenant du Soleil de nous toucher plus directement, car l'angle est plus prononcé. Les fourmiliers ne mangent pas les fourmis par le nez. Ils ouvrent les fourmilières avec leurs griffes et récupèrent les fourmis par les trous avec leur langue super longue. Celles-ci peuvent être 2 fois plus longues que leur tête entière. Les langues sont aussi collantes et couvertes de petites pointes. Il n'est donc pas difficile pour eux de piéger les fourmis. Les fourmiliers parviennent à avaler jusqu'à 20 000 fourmis par jour. Le T-Rex n'avait pas une mauvaise vision. Des recherches ont montré qu'il avait peut-être même une meilleure perception de la profondeur que les aigles et les faucons d'aujourd'hui. De plus, il n'était pas aussi rapide que dans les films. D'après la structure de leur corps, ils ne se déplaçaient probablement pas à plus de 19 km/h. Une vitesse supérieure aurait été néfaste pour leurs os. Mais ce n'était pas une mauvaise chose, car le T-Rex poursuivait la plupart du temps des dinosaures beaucoup plus longs que lui. Quel beau papillon! Mais ne le touche pas, il ne pourra plus voler. Ne t'inquiète pas, c'est un autre mythe populaire. Il vivra et volera encore si tu le touches tout doucement. Les papillons ont des écailles sur leurs ailes, ce qui signifie que certaines peuvent se détacher si tu les touches. Mais ces écailles se détachent de toute façon naturellement. C'est peut-être grâce à ces écailles qu'ils parviennent à s'échapper lorsqu'une araignée les attrape dans sa toile. Les loups ne hurlent pas vraiment à la lune. Cela fait une bonne scène de film, mais dans la vraie vie, ils hurlent parce qu'ils sont actifs pendant la nuit. Ils ne lèvent pas les yeux pour fixer la lune, mais parce que de cette façon, le son qu'ils émettent se propage mieux. Les autres loups les entendent à une distance de 10 à 11 km. Ils hurlent pour communiquer entre eux et ont même un son spécial qu'ils émettent lorsqu'ils perdent leur meute. Les meutes de loups n'ont pas nécessairement un leader alpha. Lorsque plusieurs loups se rassemblent, ils entrent en compétition et veulent dominer les autres. On pourrait donc penser que l'un d'entre eux doit toujours finir par être un alpha. Mais lorsqu'ils sont dans la nature, ils restent en famille pour s'entraider. Les loups les plus âgés ont naturellement un statut plus élevé, comme dans de nombreuses autres familles animales. As-tu déjà entendu dire que les girafes ne dorment qu'une demi-heure par jour? Eh bien c'est faux, elles dorment environ 4h30 par jour. C'est assez normal chez les animaux qui sont actifs pendant la journée. Elles ont tendance à s'allonger et à s'endormir pendant moins de 11 minutes à la fois. Les crocodiliens, la famille à laquelle appartiennent les crocodiles et les alligators, ne peuvent pas courir aussi vite qu'un cheval de course. C'est un mythe. Oui, ils peuvent atteindre jusqu'à 19 km/h lorsqu'ils sont sur Terre. Mais même lorsqu'ils le font, ils ne peuvent pas se déplacer à cette vitesse pendant longtemps, peut-être 20-25 mètres, avant de se fatiguer. Un être humain très rapide se déplace à une vitesse de 12 km/h en marchant, de sorte que de nombreuses personnes pourraient dépasser un crocodile sans même se mettre à courir. Mais c'est différent lorsqu'ils sont dans l'eau, où ils se déplacent à des vitesses de plus de 32 km/h. Essayer de les dépasser à la nage n'est probablement pas une bonne idée. Les crocodiliens ne sont pas des lézards. Ils ne sont même pas de la même famille. Ils peuvent se ressembler, mais ce sont 2 ordres complètement distincts. Les archosaures ont 2 lignées. L'une comprend les oiseaux et les dinosaures, et l'autre, les crocodiles. Les lézards n'ont rien à voir avec eux. Les snobs. Les alligators et les crocodiles sont pratiquement pareils. Voici encore un autre mythe.
Ils sont issus de la même famille et se ressemblent beaucoup, mais leur dernier ancêtre commun remonte à 65 millions d'années. C'était il y a très longtemps, à l'époque où les primates se sont séparés d'espèces comme les chauves-souris. Ils se ressemblent parce qu'ils ont une excellente structure corporelle pour survivre. Cela signifie que l'évolution n'a pas eu à ajouter ou enlever quoi que ce soit pour changer cela. Les requins ne peuvent pas sentir une seule goutte de ton sang à des kilomètres à la ronde. Ils ont une zone cérébrale très développée et élargie, chargée de sentir les odeurs, c'est vrai. Cela permet à certains d'entre eux de détecter de très petites quantités de sang dans l'eau, comme une goutte dans une piscine olympique. Mais l'océan est tellement grand et il n'est pas aussi calme, ce qui signifie qu'il annulera l'odeur. Cependant, parfois, lorsque les courants sont favorables et qu'il fait beau, un requin peut sentir une proie potentielle à une distance de quelques terrains de football, mais pas à des kilomètres. Les requins ne peuvent pas survivre s'ils arrêtent de nager, ce n'est qu'en partie vrai. Les requins respirent uniquement lorsqu'ils nagent, car c'est à ce moment-là qu'ils poussent l'eau à travers leurs branchies. C'est vrai pour certaines espèces de requins, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent pomper de l'eau par leurs branchies et obtenir de l'oxygène sans nager. Par exemple, les requins nourrices qui vivent dans les profondeurs. Les requins n'ont pas de vessie natatoire, cela signifie qu'ils coulent au fond de l'eau s'ils arrêtent de nager. Mais leur corps est adapté à ces conditions, ce qui signifie que des descentes ou des remontées rapides ne leur feront pas vraiment de mal. La ceinture d'astéroïdes n'est pas si dangereuse qu'on le dit. Du moins, pas comme dans les films où les vaisseaux spatiaux traversent un champ très dense et chaotique de rochers qui s'entrechoquent. La ceinture d'astéroïdes est une zone située à une distance de 200 à 300 millions de kilomètres du Soleil. C'est un vide très isolé et solitaire, avec énormément d'espace entre les deux. Si tu rassemblais tous les astéroïdes de cette ceinture, tu obtiendrais une masse équivalente à 4% de celle de notre Lune. C'est pourquoi les astronautes sont si enthousiastes lorsqu'ils voient un astéroïde se fracasser contre un autre. Au moins, il se passe quelque chose là-bas. Ton cerveau peut produire de nouvelles cellules. C'est à la fois vrai et faux. La plupart des parties de ton cerveau ne sont pas capables de faire pousser de nouveaux neurones, mais certaines zones peuvent le faire. Par exemple, une partie appelée l'hippocampe. Il s'agit d'une région du cerveau très importante pour la mémoire, l'apprentissage, la régulation de notre alimentation et d'autres fonctions biologiques vitales. De nombreuses autres espèces animales peuvent faire repousser des cellules cérébrales dans l'ensemble du cerveau. Mais cela ne fonctionne pas pour nous. Certains scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que nous vivons plus longtemps que de nombreuses autres espèces, ce qui nécessite une mémoire sur laquelle nous pouvons compter. C'est pourquoi le cerveau humain a dû trouver un moyen de recueillir des expériences sur une longue période. Ainsi, les nouveaux neurones de l'hippocampe, par exemple, pourraient être là pour créer de nouveaux souvenirs et apprendre de nouvelles choses plutôt que de se contenter des souvenirs du passé. Ces nouvelles cellules cérébrales aident ton cerveau à cultiver ton passé et à l'utiliser pour tracer ton avenir. Ou alors, achète-toi un éléphant et il n'oublie jamais. Qui n'apprécie pas un reste de pâtes quand on n'a pas envie de cuisiner ? Pourtant, la plupart des gens ne connaissent pas la façon la plus efficace de réchauffer ces pâtes au micro-ondes. Elles seront chauffées de façon plus uniforme si tu creuses un trou au milieu, en donnant à ton plat l'apparence d'un gros beignet. Pour garder tes pâtisseries fraîches et croustillantes, couvre-les avec une tranche de pain. De même si tu conserves des biscuits dans un sachet, mets aussi du pain à l'intérieur. Cela les gardera moelleux et les empêchera de sécher. Tu peux utiliser des élastiques pour nouer des sacs en plastique. Ou bien tu peux couper le haut d'une bouteille en plastique, glisser le sac dans le goulot et refermer le bouchon pour sceller le sac. Lorsque tu fais un sandwich, salade tomate bacon, croise ainsi les tranches de bacon ensemble. De cette façon, ton sandwich sera correctement rempli. La meilleure façon de couper le pain est de le faire à l'envers en commençant par le côté le plus dur. De cette façon, tu préserveras la forme de la miche. Tu dois aussi attendre que le pain ait refroidi à température ambiante avant de le couper. Lorsque tu prends un verre à l'extérieur, couvre-le avec un emballage de cupcake. Cela empêchera toutes sortes d'insectes de pénétrer dans ta boisson. Tâche de mettre les récipients de crème glacée dans des sachets de congélation avant de les ranger dans ton congélateur. Si tu ne le fais pas, tu auras du mal à te servir de glace le lendemain, tandis qu'à l'intérieur du sachet, elle restera molle. Au lieu d'ouvrir un sachet de popcorn de manière traditionnelle, fais un trou sur le côté du sachet. Tu t'éviteras ainsi d'avoir les doigts gras. Tu as toujours rêvé d'un sandwich parfait où rien ne dépasse et où la garniture est répartie uniformément ?
Alors il suffit de couper en deux les tranches rondes de charcuterie et de fromage. De cette façon, elles couvriront toute la surface du pain. Il est possible de faire tourner la plaque métallique à la base de ton agrafeuse. Si tu le fais, les broches de l'agrafe seront repliées vers l'extérieur. Cela te permettra d'agrafer des documents de façon temporaire et les agrafes pourront être retirées plus facilement plus tard. Retirer les graines de grenade peut être assez difficile, sauf si tu utilises cette méthode ingénieuse. Tout d'abord, prends un couteau très aiguisé et fais 4 à 6 entailles en allant du haut vers le bas, en coupant la peau, mais pas le fruit lui-même. Ensuite, remplis un bol d'eau chaude et plonge la grenade dans ce bol. Tu éviteras que le jus rouge vif ne tache tes vêtements et tout ce qui se trouve autour de toi si des graines éclatent. Ensuite, ouvre doucement la grenade le long des entailles et tire simplement chaque section vers l'extérieur. Il existe un moyen de tenir un hamburger sans que sa garniture ne coule sur tes doigts. Mets tes 3 doigts du milieu en haut et place ton auriculaire et ton pouce en bas. Cela permettra de garder toute la garniture à l'intérieur. Sortir la poubelle du bac ou mettre un nouveau sac poubelle à l'intérieur peut s'avérer très délicat. Mais en perçant quelques trous dans le bac, tu peux rendre cette tâche beaucoup plus facile. L'air pourra ainsi entrer dans le bac sous le joint du sac en plastique et tu n'auras pas ce problème de vide d'air dans la poubelle. Si tu manges des gâteaux apéritifs au fromage, utilise des baguettes. De cette façon, il n'y aura pas de graisse sur tes doigts. Si tu stockes tes sacs poubelles ou plastiques, plie-les en triangle d'origami. Cela te permettra de gagner de la place. La bonne façon de manger un cupcake est de le croquer comme tu le ferais avec un sandwich. D'abord, retire le cupcake de son emballage. Ensuite, découpe le bas du gâteau et place-le sur le dessus. Cela te permettra de profiter du glaçage à chaque bouchée. Certaines boîtes de chocolat ont de petites bosses entre les emplacements. Si tu appuies sur l'une de ces bosses, les chocolats qui l'entourent sortiront tout seuls de leur compartiment. Si tu dois mettre 2 bols au micro-ondes en même temps, place l'un d'eux sur une tasse. Lorsque tu grignotes des ailes de poulet, désosse-les en tournant et en tirant sur les 2 os. Après avoir ouvert une boîte de céréales, certaines personnes transfèrent tout son contenu dans un récipient refermable. D'autres replient le sachet en plastique et le remettent dans la boîte en carton, en espérant le finir avant que les céréales ne ramollissent. Mais il existe une autre technique bien meilleure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Lorsque tu utilises un mixeur, remplis-le d'abord avec les liquides. C'est seulement après avoir versé le lait, l'eau de coco ou le yaourt que tu peux y mettre des baies, des fruits ou des légumes. Lorsque tu rayes certains mots, ne te contente pas de tracer une ligne dessus. Cela ne sera d'aucune aide si quelqu'un veut comprendre ce que tu as écrit. Au lieu de cela, écris d'autres lettres par-dessus les mots. Tiens ta part de pizza de façon à ce qu'elle forme un U. Cela empêchera la garniture de se renverser. Tu peux généralement trouver du gel de silice dans les sacs, les chaussures et de nombreux objets neufs. Ce gel est placé là pour absorber l'excès d'humidité. Ne jette pas les emballages contenant le gel. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets le gel à l'intérieur. Tes chaussures sécheront beaucoup plus vite qu'elles ne le feraient autrement. À partir de maintenant, tu peux te passer des pinces à emballage alimentaire. Voici un moyen simple et rapide de garder tes chips croustillantes. Il suffit de faire plusieurs plis pour empêcher le sachet de s'ouvrir, comme ceci. L'enroulement de tes vêtements dans ta valise peut t'aider à gagner beaucoup de place. Cela protégera aussi tes affaires des plis et rendra ton sac plus organisé. Utilise cette méthode pour les pantalons, les t-shirts, les pyjamas, les maillots de bain et les vêtements décontractés. Malheureusement, elle ne fonctionne pas pour les vêtements trop volumineux comme les pulls. Tu peux utiliser une barre de traction ou de penderie pour suspendre les flacons pulvérisateurs dans le placard de la salle de bain et gagner de la place. Le trou d'une règle peut être utile si tu veux la suspendre à un crochet. Tu peux aussi placer une pointe de crayon dans ce trou si tu as besoin de dessiner un cercle parfait. Si tu dois remplir un récipient d'eau et qu'il ne rentre pas dans ton évier, une pelle te sera utile. Il suffit de la positionner de manière à ce que l'eau s'écoule directement dans le récipient en dessous. Au lieu de couper une pastèque en tranches, essaie de la couper en croix. Maintenant, tu as un moyen pratique de manger un bâtonnet de pastèque et le jus ne fera pas de dégâts tout autour. En utilisant des glaçons pour ton café glacé, tu dilues ta boisson et elle perd de sa saveur. Essaie plutôt les cubes de café. Ils sont très faciles à préparer. Verse un peu de café dans le bac à glaçons et congèle-le.
Apparemment, il existe une bonne façon de manger des chips, et il ne s'agit pas simplement de les enfourner dans ta bouche. Dans le cas des chips en forme de tuile, il faut essayer de les placer sur ta langue avec le côté concave vers le bas. Il est généralement plus savoureux que l'autre. Une autre astuce, glisse un long morceau de papier dans la boîte, puis retire-le délicatement. Une agrafe maintiendra sans effort ton porte-clés ouvert pendant que tu y glisses de nouvelles clés. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques semblables à une pince au milieu, entre les poignets. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de fruits de mer et d'autres produits résistants. Tu peux aussi les utiliser pour ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes. La façon la plus simple de manger des mangues est de les couper en cubes. De cette façon, tu n'auras même pas besoin d'éplucher le fruit. Pour défaire un nœud très rapidement, entortille le bout libre autant que tu peux et pousse-le à travers le nœud. La meilleure façon de peler une banane est de commencer par le bas, là où se trouve le point noir. Cela rend tout le processus beaucoup plus propre. Finis les bananes écrasées et les fils gênants. Parfois, tu as besoin de t'éloigner de ton ordinateur, mais tu ne veux pas qu'il se mette en veille. Place ta souris sur une montre à aiguille. La souris percevra le mouvement du tic-tac de la trotteuse et cela empêchera l'écran de ton ordinateur de devenir noir. Si tes chaussures sont trop serrées, essaie de rentrer dedans en portant des chaussettes épaisses, puis en séchant au sèche-cheveux les zones trop serrées. Le charbon de bambou activé peut t'aider à éliminer les odeurs désagréables et les bactéries. Mets-le dans un filet et laisse-le dans une pièce que tu as besoin de rafraîchir. Fini les purificateurs d'air coûteux. Tu peux garder tes aliments au frais en fabriquant un pain de glace maison. Prends une éponge et un bibelot d'eau. Mets-la ensuite dans un sac en plastique et laisse-la au congélateur. Une fois que l'éponge est gelée, elle le restera pendant assez longtemps. N'oublie pas d'utiliser un sac étanche et une éponge fraîche. Tu peux réutiliser tes vieux anneaux de rideau en les plaçant sur un cintre. Ensuite, mets tes écharpes et tout ce qui peut passer à travers eux. Cela t'aidera à gagner de l'espace et te permettra de trouver plus facilement ces éléments dans ton placard. L'amour de la reine Elisabeth pour les corgis est célèbre dans le monde entier. Il n'est pas étonnant que tous ces chiens aient eu droit à des repas spéciaux faits maison par le chef cuisinier. L'ancien chef du palais de Buckingham, Darren McGrady, a déclaré dans une interview que les corgis royaux ne mangeaient que des aliments frais et qu'ils avaient leur propre repas fait maison, qui comprenait du lapin, du foie, du chou et du riz. La reine avait 8 chiens et chaque corgi recevait sa nourriture dans un bol en porcelaine exotique. Un bol pour chaque chien que personne n'est à partager. Les majordomes arrangeaient et servaient les repas des chiens par ordre d'ancienneté, du plus âgé au plus jeune. Une fois le repas terminé, 2 maîtres d'hôtel ramassaient les bols vides. Sa Majesté a cessé d'élever des corgis en 2015. Toutefois, la reine en possède toujours 2, selon les médias. En plus d'avoir accès à une cuisine haut de gamme, ces animaux royaux ont leur propre majordome qui répond à tous leurs besoins. Les chiens ne sont pas les seuls animaux de compagnie traités comme des rois au palais de Buckingham. Les chevaux ne sont pas en reste. Parfois, Sa Majesté les nourrit elle-même, et bien sûr, toutes les carottes ne conviennent pas à cet usage. Elles doivent être parfaitement préparées, de la taille d'un doigt et bien épluchées. Le personnel royal doit aussi suivre de nombreuses règles précises lorsqu'il s'agit de faire du thé. La recette parfaite comprend 1 cuillère à café de feuilles pour 1 tasse à thé. La température de l'eau doit être de 70 degrés Celsius pour le thé vert et de 100 degrés Celsius pour le thé Earl Grey ou le thé du petit déjeuner. Le lait est toujours ajouté en dernier. Les employés qui servent le thé doivent utiliser un thermomètre pour vérifier la température de l'eau. Le thé vert doit être infusé pendant 3 minutes, tandis que le thé noir nécessite 5 minutes. Le thé royal ne peut être sucré qu'avec du miel. Le personnel royal compte environ 1000 employés qui travaillent pour la reine dans ses palais. Le palais de Buckingham compte 188 chambres modestes pour le personnel, où les employés dorment après de longues heures de travail. Se faire embaucher n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît, selon de nombreux rapports de médias. Mais étonnamment, le salaire n'est généralement pas très élevé. Ils doivent vivre dans des conditions relativement modestes et sont obligés d'être séparés de leur famille pendant longtemps. Parmi les avantages de travailler au palais, il y a le téléphone de fonction, la location de voitures et de vélos, et les déjeuners gratuits. Pour ceux qui vivent régulièrement dans le palais, tous les repas sont compris. Lorsque la reine a besoin de nouveaux employés pour l'un de ses palais,
le site officiel de la famille royale publie une offre d'emploi. Ceux qui veulent être embauchés comme majordomes royaux peuvent d'abord s'inscrire au cours de majordome du palais de Blenheim dans l'Oxfordshire. Cet organisme propose des cours d'étiquette rémunérés dont la durée varie, notamment une formation de 4 semaines d'une valeur de 7000 livres sterling. Cela ne garantit pas que tu obtiendras le poste, mais améliore grandement tes chances. Ces dernières années, l'un des emplois proposés était celui de polisseur des vases historiques et des tableaux irremplaçables de la reine, au palais de Holyrood House à Édimbourg. Cette tâche demandait aux candidats de travailler 20 heures par semaine pour un salaire d'environ 9 500 € par an. Aucune expérience préalable n'était nécessaire. La qualité la plus importante pour un membre du personnel royal est de savoir garder les secrets. En fournissant des services à la maison royale, les membres du personnel peuvent être témoins d'informations délicates qui peuvent être très précieuses pour les médias. Certains anciens employés ont même écrit des livres sur leur travail au palais. Par conséquent, de nos jours, tous les nouveaux employés royaux sont obligés de signer un accord de non-divulgation. Les opérateurs téléphoniques de Buckingham Palace reçoivent plus de 7000 appels par semaine. Leur salaire annuel commence à 23 000 livres, plus les avantages. La reine doit toujours être invitée à dîner de façon élégante. Les personnes qui ont l'honneur de lui parler doivent apprendre des formules de politesse particulières. L'improvisation et le langage informel ne sont pas les bienvenus. Le personnel royal risque d'être renvoyé s'il dit « Votre dîner est sur la table ». Au lieu de cela, ils doivent dire quelque chose comme « Votre Majesté, le dîner est servi ». Le prince Charles avait l'habitude de manger des œufs à la coque après la chasse. Et comme son arrivée était généralement inattendue, le personnel de cuisine a mis au point une tradition bizarre. 30 minutes avant son arrivée supposée, il commençait à faire bouillir des œufs toutes les 3 minutes pour que le prince puisse profiter d'un œuf tout juste cuit immédiatement après la chasse. Chaque employé de cuisine sait que le régime alimentaire de la famille royale comporte une énorme liste de restrictions pour éliminer tout risque d'empoisonnement. Il est interdit de boire de l'eau du robinet en voyage. Ils évitent aussi tous les aliments exotiques ou épicés et les plats à base de viande crue ou insuffisamment cuite, comme le tartare. La reine et sa famille ne mangent jamais avec leurs mains. Ils utilisent toujours un couteau et une fourchette, même lorsqu'ils mangent des fruits. L'ancien chef royal Darren Grady a confessé qu'il n'avait pas préparé de pizza pendant 11 ans. Le menu était toujours très conservateur. La reine ne lui a jamais demandé de cuisiner de fast-food, à l'exception des hamburgers. Mais ces hamburgers devaient être préparés d'une manière particulière, avec de la venaison et sans pain. Sa Majesté prend généralement son thé de l'après-midi entre 15 et 17 heures avec un sandwich sans croûte. Ses garnitures préférées sont le concombre, le saumon fumé Balmoral, le jambon à la moutarde, l'œuf à la mayonnaise ou le thon. Le personnel royal chargé de servir les repas a des plans exclusifs pour organiser divers repas pour les différents membres de la famille. Pour faciliter la vie de la famille royale, ces règles de service n'ont pas été changées depuis des décennies. Les aspirateurs sont interdits au palais de Buckingham le matin. À la place, l'équipe de nettoyage balaie les tapis en silence. Cette règle empêche les employés de ménage de réveiller les membres de la famille royale trop tôt avec des bruits gênants. Seuls les membres de la famille sont autorisés à se promener où ils veulent. Le palais a beaucoup de longs couloirs et des règles tacites interdisent aux membres du personnel de marcher au milieu des tapis. Ils marchent plutôt sur les côtés des couloirs pour éviter d'apporter de la saleté supplémentaire provenant des chaussures, de laisser des empreintes inutiles et d'user les tapis. La plupart des employés de Buckingham Palace doivent avoir un dos très solide, car ils doivent se tenir debout la plupart de la journée de travail. Surtout les célèbres gardes en bel uniforme rouge et chapeau noir, l'un des symboles de l'Angleterre. Ces jeunes hommes sont obligés de rester immobiles et complètement silencieux pendant la garde. Si un garde se fait remarquer en train de rire ou de parler aux touristes, il recevra une amende d'1/3 de son salaire mensuel. Donc, si tu te rends un jour à Buckingham Palace, aie pitié de ces pauvres types et ne les fais pas rire. Les nourrices royales doivent aussi être prêtes à affronter des difficultés. Elles assument de nombreuses responsabilités, d'une alimentation correcte à une conduite sûre, en passant par la cybersécurité. Pour être qualifiées pour ce travail, les femmes doivent suivre 3 ans de formation intensive. Toutes les nourrices royales reçoivent une éducation à l'ancienne qui encourage les activités de plein air. C'est pourquoi elles doivent être prêtes à passer beaucoup de temps à l'extérieur, même si le temps est pluvieux et froid. Les nounous de Buckingham Palace sont obligés de mettre l'uniforme traditionnel uniquement pour les occasions officielles, comme les mariages et les fêtes d'anniversaire. Cette tenue comprend un uniforme conservateur, un chapeau melon et des gants blancs.
Pendant les autres heures de travail, elles peuvent porter des vêtements ordinaires. Étonnamment, le contrôle de sécurité des futurs employés royaux ne prend que 4 à 6 semaines. Et tous les emplois n'exigent pas que les candidats soient citoyens britanniques, mais un permis de travail au Royaume-Uni est toutefois requis. Le protocole officiel exige que les membres de la famille royale soient conduits lorsqu'ils se rendent à un événement public. Mais la reine Elisabeth a déjà été aperçue par les médias dans ces domaines au volant de sa propre voiture. À l'âge de 18 ans, elle a pris des cours de conduite pour le service territorial auxiliaire féminin. Mais, bien sûr, le palais engage des chauffeurs spéciaux pour transporter la reine sur les routes publiques. L'offre d'emploi de chauffeur royal propose un salaire de 23 000 à 24 000 livres par an pour une semaine de travail de 48 heures. Tout comme les autres membres du personnel, les chauffeurs sont invités à vivre dans le palais et tous les repas sont compris. Le candidat retenu doit être capable de travailler sous pression, avoir une grande attention aux détails, obtenir un permis de conduire, avoir d'excellentes manières et de solides compétences en communication. Le travail consiste à conduire et à rencontrer les membres de la famille royale, ainsi que les invités et les fonctionnaires de la maison. En plus de conduire les véhicules royaux, les chauffeurs sont chargés de garder toutes les voitures en parfait état. Les chauffeurs doivent aussi contribuer à la gestion et au fonctionnement du Royal Mews Garage, qui s'occupe de tous les véhicules d'État. La collection de voitures de la reine vaut des millions et comprend un Range Rover, une Bentley et même une Jaguar. L'astronome royal est un membre traditionnel du personnel royal depuis le XVIIe siècle. Dans le passé, les astronomes étaient chargés de dessiner des cartes du ciel pour la navigation, ce qui a conduit à de nombreuses découvertes scientifiques. Mais de nos jours, ce poste est surtout cérémoniel. Aujourd'hui, c'est l'astrophysicien Martin Rees qui occupe ce poste. Il a été embauché en 1995 et est le 15e astronome royal de l'histoire du pays.